Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à vous. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette émission spéciale Élysée 2022. Demandez le programme, évidemment largement consacré à la situation en Ukraine, avec notre invité ce soir, le candidat du mouvement Reconquête. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Avant de parler de cette actualité tragique, de cette histoire qui redevient tragique sur notre continent, un hommage à Jean-Pierre Pernaut, si vous le voulez bien, ce journaliste tant aimé des Français, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Il était l'âme du 13h de TF1 qu'il a présenté pendant 33 ans. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant de nombreuses années. C'était un journaliste passionné qui avait la France au cœur, la France des régions tout particulièrement. Quelle est votre réaction, Éric Zemmour ? Écoutez, je l'ai un petit peu connu, j'avais beaucoup de tendresse pour lui. Je trouvais que c'était d'abord un homme bon. Et pas, vous savez, en général, on a la mauvaise habitude à Paris de considérer que les gens gentils sont un peu des benets. C'est vraiment le mauvais esprit parisien. Et lui, c'était un type bon, gentil, qui n'en faisait pas et qui n'était pas un benet pour autant. Et vous avez raison, il aimait la France, il aimait la France profonde, il aimait les paysages, il aimait les terroirs, il aimait la diversité des terroirs français et il les faisait vivre magnifiquement. Alors que, encore une fois, à l'époque, c'était de bon ton de se moquer de tout cela. Et lui, il tenait son rôle, il tenait son rang et les Français l'adoraient. Et j'ai une pensée pour sa femme, évidemment. Vraiment, je lui transmets mes sincères condoléances. Et vraiment, il va nous manquer. Je devais le voir juste avant Noël, on devait se voir. Et puis, il m'a appelé au dernier moment. Le pauvre, il m'a dit écoute, je dois aller à l'hôpital. Je te vois après le Nouvel An. Et puis voilà, malheureusement, je l'ai pas revu depuis. En tous les cas, les Français ne l'oublieront pas, lui qui aimait tant la France éternelle, et nous nous associons tous évidemment à cet hommage. Alors l'actualité, Éric Zemmour, c'est la guerre en Ukraine, c'est la déclaration du président de la République. Une grande partie de cette émission y sera bien sûr consacrée. Cela nous permettra d'ailleurs d'interroger votre vision du monde et votre façon d'appréhender les dirigeants de ce monde, également la place de la France évidemment. Nous serons aussi avec nos reporters sur le terrain et nous ferons des points vraiment réguliers sur l'évolution de la situation ukrainienne. Et puis il sera aussi question au cours de cette émission du pouvoir d'achat des Français qui risquent d'être lourdement impactés par la situation avec l'Ukraine. Nouvelle flambée des prix de l'énergie à prévoir malheureusement. On évoquera aussi la sécurité, la justice, ainsi que votre projet sur l'immigration et la question de l'assimilation très importante. Vous l'avez compris, des questions directes pour mieux comprendre vos idées et surtout, Éric Zemmour, comment elles vont se décliner très concrètement. Nous vous soumettrons également des sondages que nous avons réalisés ainsi que des paroles de Français qui vont vous interpeller sur ces différents sujets. Et donc tout d'abord la guerre en Ukraine, Kiev encerclé avec des colonnes de blindés qui sont en direction de la ville. Les Russes progressent ralentis par la résistance ukrainienne. Le président Macron, vous le savez, s'est exprimé il y a quelques instants. Il avait pris l'engagement de tenir les Français au courant de la situation. Il a martelé l'agresseur, c'est Poutine. Écoutons-le. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. La Russie, Éric Zemmour, est le seul agresseur, dit Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, vous avez dit que Poutine est coupable, mais pas le seul responsable, avez-vous dit en disant cela. Est-ce que vous ne donnez pas des arguments, des justificatifs à cette invasion en Ukraine ? Pas du tout. Je ne peux dire que, comme Emmanuel Macron, la Russie est le seul agresseur. Vous savez, il y a une différence entre définir l'agresseur et définir ensuite, ça sera sans doute le travail des historiens, comme dans toute guerre, de définir les différentes responsabilités. Vous savez, pour vous donner un seul exemple historique, pour la guerre 14, c'est l'Allemagne l'agresseur. C'est l'Allemagne qui a envahi la Belgique. Et pourtant, aujourd'hui, on comprend mieux
évidemment, 100 ans plus tard, les responsabilités diverses de chacun. Là, c'est la même chose. On verra plus tard ce qu'on a raté. Ce qu'on a raté pour qu'il y ait cette agression. Nous, Européens? Nous, tout le monde, Occidentaux. les Russes, les Occidentaux, les Français, les Allemands. Pourquoi on n'a pas appliqué les accords de Minsk? Pourquoi voilà. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas encore à cette évaluation des historiens, et on peut dire évidemment que l'agresseur est Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, c'est intéressant, votre discours a évolué. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, vous disiez, il est coupable, mais c'est pas le seul responsable. Là, vous laissez la responsabilité aux historiens. Non, mais si vous voulez, de prendre du recul. Moi, je peux faire œuvre d'historien de l'immédiat. Parce qu'on vous demande. Voilà. Vous êtes candidat à la présidentielle. C'est cela. C'est exactement pour ça que je vous réponds ainsi. Je vous dis. On verra plus tard. Moi, j'ai une petite idée sur les responsabilités. Ça fait des années que j'alerte sur cette histoire d'Ukraine, d'accord de Minsk. Ça fait des années que je dis cela. Mais aujourd'hui, on ne peut que dire il est l'agresseur. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est simple à comprendre. C'est bien de l'entendre. Mais je l'ai toujours dit, je vous assure. Simplement, il m'arrive d'essayer de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui se passe au-delà des apparences. On me le reproche. Moi, je pense qu'on a tort. On a toujours intérêt à essayer de comprendre. Maintenant, il faut définir les choses telles qu'elles sont. Éric Zemmour, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron? Il y a une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe. Quand Poutine dit qu'il faut dénazifier l'Ukraine, est-ce qu'il dit un mensonge? Ce que dit Emmanuel Macron. Il y a deux choses différentes. Il y a dénazifier l'Ukraine. Il y a sans doute des nostalgiques du nazisme en Ukraine, mais franchement, le président Zelensky n'est pas un nazi. C'est grotesque, ça, de la part de Poutine, c'est grotesque. D'ailleurs, si je puis me permettre, je sais que Zelensky est juif et il est accusé de nazisme. Moi-même, j'ai été accusé de nazisme par de nombreuses politique, donc si vous voulez, je comprends ce qu'il doit vivre. Donc évidemment, je trouve ça grotesque et indigne. Mais Poutine se sert de l'histoire pour trahir l'Ukraine. Alors ça, c'est une autre discussion. Vous savez, tout le monde se sert de l'histoire. Tout le monde a une lecture de l'histoire. Tout le monde s'intéresse à l'histoire. Enfin, tout le monde ne réécrit pas l'histoire. Mais tout le monde réécrit l'histoire, ah bon, cher Sonia. Mais oui. Tout le monde réécrit l'histoire. Mais bien sûr, puisque les historiens. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est chacun a sa vision de l'histoire. Il y a des faits qui sont quand même difficilement réinterprétables. Il y a les faits et il y a l'interprétation des faits, comme toujours. Alors, dites-nous votre interprétation des faits, ça nous intéresse. Mais c'est-à-dire, sur quel sujet? Eh bien, est-ce qu'il y a une forme de révisionnisme? Racontez-nous, selon vous, quelles ont été les responsabilités, si selon vous voulez, qui ont amené à cette il faut bien agression. comprendre que les rapports de l'Ukraine et de la Russie sont complexes, sont, je dirais, fraternels et en même temps empreints de violence. Solzhenitsyn a écrit des pages magnifiques pour dire qu'ils étaient frères. Le même peuple. Et voilà, exactement, que c'était le même peuple. Donc, vous voyez, il n'est pas poutinien, il n'est pas horrible, il n'est pas stalinien, c'est Solzhenitsyn. C'est complexe tout ça. En même temps, je pense que Poutine a sous-estimé l'émergence d'un sentiment national ukrainien. On le voit, les Ukrainiens se battent, les Ukrainiens sont un peuple fier, les Ukrainiens résistent à l'offensive d'une armée bien plus puissante qu'eux, en vérité, que leur armée. Donc il a sans doute sous-estimé cela et il le paye. Oui, vous savez. C'est intéressant, c'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer sur le terrain, Poutine est en train de buter sur le sentiment patriotique qui a été exalté, qui est incarné par Zelensky. Je pense qu'il bute sur un sentiment patriotique incontestable, qui se voit. Sinon, ils auraient été tout de suite désarmés. Que vous admirez. L'armée aurait fait un coup d'État contre Zelensky et on n'en parlerait plus. Vous voyez ? Bon. Donc, manifestement, il y a quelque chose d'autre. D'ailleurs, on ne devrait pas s'en réjouir, si je puis me permettre. Pourquoi ? Oui, parce que ça veut dire que Vladimir Poutine, qui ne voudra pas perdre la face, va être poussé à des violences encore plus grandes. Et que vous redoutez la guerre un carnage ? va devenir, vous savez, comment j'ai pas entendu ça ? Vous redoutez un carnage ? Ah oui, je redoute. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que j'ai appris du grand Clausewitz que toute guerre était une montée aux extrêmes. On connaît cela. Et donc, on voit bien d'ailleurs que ça monte aux extrêmes. Et puis en plus, vous savez, moi j'ai une connaissance historique de la Russie. J'ai beaucoup étudié, vous savez tous, mon amour pour Napoléon. Et donc, j'ai beaucoup étudié cette fameuse guerre en 1812. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Qui a même frappé Napoléon, si j'ose dire, qui pourtant en connaissait un rayon. C'est le jusqu'au-boutisme des Russes. C'est-à-dire que, vous savez, c'est le seul peuple que Napoléon a vaincu. Il est rentré dans leur capitale, comme il avait fait dans toutes les capitales d'Europe,
Mais à la différence, c'est que les Russes ont brûlé leur capitale pour ne pas la laisser aux troupes d'occupation. Ça veut dire ce soir. Ça veut dire que les Russes sont prêts à tout. Bien. Et sont vous nous direz capables de tout. Bien. Mais ça veut dire que très bien. Mais ça veut dire, Éric Zemmour, que ce soir, vous rêvez d'un Zelensky français et vous dites. Non. J'ai dit un Poutine. Bah, écoutez, patriotisme, nation. mais Zelensky est un patriote. Oui. Alors, mais c'est ce que vous exaltez depuis des années. Poutine est un patriote. Vous les mettez sur le même plan? Mais non, Poutine, écoutez. Patriote, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un jugement c'est un jugement de valeur, c'est de dire je défends mon pays. On peut défendre bien son pays, on peut défendre mal son pays, on peut. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, je pense que Poutine, ça reste, il fait ça pour défendre son pays. Il fait ça parce qu'il estime que son pays doit le faire. Son pays est menacé par l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que la Russie était menacée par l'Ukraine? Non, parce que c'est le prétexte qu'il dit. La Russie n'a jamais été menacée par l'Ukraine. Ce qui était menaçant pour la Russie, c'est l'avancée de l'OTAN depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui vers l'Est. Alors que les Américains avaient promis aux dirigeants soviétiques de l'époque, Gorbatchev et autres... Accord tacite. Vous savez qu'il y a des nouvelles archives qui sortent. Vous avez vu ça sur le journal allemand, tout à fait. Voilà. Donc, il leur avait promis de ne pas avancer s'ils acceptaient la réunification de l'Allemagne. Mais ça, c'est encore une fois, c'est une diction historique. Mais c'est ça qui menaçait la Russie. Okay. C'est pas l'Ukraine en soi. Attendez, on va juste faire un petit point. Un parallèle entre le patriotisme de Zelensky et le patriotisme de Poutine. Aujourd'hui, le patriotisme de Zelensky est un patriotisme héroïque. Le patriotisme de Poutine est un patriotisme d'agresseur. Donc je ne vais pas les mettre en parallèle. Okay. Je dis simplement que chacun sont des êtres rationnels qui défendent leur pays. C'est tout ce que je dis, vous comprenez? Et justement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, connaissant les Russes et ce que je vous ai raconté, ils sont capables de tout. Jusqu'au boutisme. Voilà, absolument. Quand je vois, je vous assure, quand je vois Poutine faisant appel aux Tchétchènes... de Kadyrov criant à Allah Akbar avant d'aller massacrer les Ukrainiens, ça me glace le sang. Alors, on va avancer. Vous comprenez, ça me glace le sang. Éric Zemmour, si vous le voulez bien. C'est pour ça que je m'inquiète. Je me dis qu'il est prêt à tout maintenant et qu'il faut absolument lui donner quelque chose. Vous voyez, qu'on trouve une porte de sortie pour désescalader. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron. Honnêtement, il n'a pas dit le contraire. Il a dit je reste en contact avec lui. Je veux trouver une solution de paix. Il a raison, président Macron, de rester en contact avec. Mais bien sûr. Mais vous savez, une guerre, il faut en sortir. Mais à quel prix? On va en parler. Attendez, on va faire un point sur la situation, Laurence. Alors, on va justement demander à Samy Sfaxi, de la rédaction de CNews, de venir nous rejoindre sur le plateau. Samy, on va faire un point sur l'avancée des troupes russes en Ukraine. La situation est évidemment très évolutive. Samy, où en est-on à l'heure où l'on se parle? Oui, bonsoir Laurence, bonsoir Sonia, bonsoir Éric Zemmour, bonsoir à tous. On va faire ce point ensemble sur les différents fronts. D'abord, du côté de Kharkiv, vous savez, c'est cette deuxième ville du pays sur laquelle l'attention se porte particulièrement. C'est ici que des troupes aéroportées russes ont débarqué, accompagnées, vous le savez, de frappes dans le centre-ville et dans les environs qui ont fait, selon le gouverneur régional, au moins 21 morts. Du côté de Kiev maintenant, c'est ici aussi que tous les regards se tournent. Pourquoi? Parce que les habitants, ils s'attendent à un assaut d'une minute à l'autre. Il y a cette colonne de blindés qui a été identifiée il y a quelques jours, colonne de blindés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kiev et qui s'étend sur plus de 65 kilomètres. Vous la voyez, cette colonne de blindés, les habitants qui craignent bien sûr le pire. Voilà pour le front Est, voilà pour la capitale. Partons désormais dans le sud. Les Russes affirment avoir pris la ville de Kherson, une ville de 300 000 habitants. Un peu plus à l'est, il y a Mariupol. Vous la voyez, cette ville sur la carte, ville hautement stratégique dans laquelle des combats ont lieu à l'heure où je vous parle. Et pourquoi est-ce que cette ville de Mariupol est hautement stratégique? Parce que si les Russes s'emparent de Mariupol, ils auront le contrôle total de cette mer d'Azov. Merci à vous, Samy. Alors, Éric Zemmour, on va interroger maintenant, effectivement, la porte de sortie, s'il y en a une. C'est très important. Certains vous reprochent, j'aimerais que vous y répondez ce soir, une forme de soumission. Oui, c'est le mot, c'est-à-dire à force d'être poutinophile ou en tout cas de chercher à tout prix la paix. Vous savez, la paix, la paix, la paix. Oui, mais alors, c'est un rapport de force qu'il faut aussi opposer, vous le savez, à Vladimir Poutine. Que répondez-vous à ces détracteurs-là? Quelle ironie de l'histoire. Et quel culot d'acier, comme aurait dit Jacques Chirac. Depuis des années, tous ces gens qui sont des grands donneurs de leçons, qui m'expliquent que moi, je suis un va-t-en-guerre, que moi, mon patriotisme est dangereux, que je pousse à la guerre civile, que je monte les uns contre les autres, que je suis un pouce au crime, un pouce à la guerre, etc. Et alors maintenant, eux, c'est même pas une guerre civile qui cherche à provoquer, c'est une guerre nucléaire.
Alors là, on est évidemment, je suis un petit joueur à côté. Mais vous parlez de qui, là? Mais je parle de tous les gens qui m'insultent, qui me traitent de cinquième colonne, qui me traitent de pacifiste, qui me traitent de soumis à Poutine. Moi qui suis un patriote français. Vous voyez, je suis un patriote français, contrairement à beaucoup d'entre eux. Qui, eux, sont prêts à brader l'identité de la France, qui sont à brader l'indépendance de la France. Ils vont loin. Hein. Votre esprit munichois, disent-ils, que c'est une forme de capitulation, d'aller dans la ligne de Vladimir Poutine. D'abord, ils connaissent mal l'histoire, tous ces gens, mais j'ai l'habitude, parce que il y avait une guerre entre l'Allemagne et la France. En tout cas, il y avait un risque de guerre à l'époque. Ce n'est pas le cas, j'espère pour l'instant, entre la Russie et la France. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de voir qu'Emmanuel Macron était d'accord avec moi. Il a dit, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Il a ainsi rattrapé les excès. Et la Russie, il a dit. Avec les excès de son ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, qui a d'ailleurs lui-même retiré ses propos, qui avait dit on est en guerre économique totale avec les Russes. Donc, si vous voulez, on voit bien que, et d'ailleurs, c'est sa responsabilité, il a tout à fait raison de le faire. Il faut à la fois être ferme avec Moscou et en même temps chercher une voie d'issue, chercher une solution pour la paix. C'est une logique. Non mais c'est ce que je dis depuis le début. Ça passerait par quoi, Éric Zemmour ? Excusez-moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ça passerait par quelles mesures concrètes ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Par quelles mesures concrètes ? La paix ? Je pense qu'il faut, mais je le dis encore une fois, depuis des semaines, avant même le début des hostilités, il faut un plan qui prévoit l'organisation nouvelle du continent européen, qui prévoit la neutralisation de l'Ukraine et en échange, le respect des frontières et de la souveraineté de l'Ukraine. Je dis ça depuis le début. Je pense que ce plan est le seul qui peut ramener la paix. Maintenant je ne sais pas si c'est pas trop tard, parce que... Vous dites autre chose, vous dites qu'il faut graver dans le marbre, dites-vous, la fin de l'élargissement, en tous les cas, je le pense, mais vous savez... Vous savez que c'est exactement ce que demande Vladimir Poutine. Ça, c'est sûr qu'il signe tout de suite. Mais je comprends, mais c'est aussi... Moi, je veux aussi le retour à la souveraineté ukrainienne et l'intangibilité des frontières, alors qu'il occupe tout l'Est, tout l'Est de l'Ukraine, qui était bombardé par les troupes ukrainiennes depuis des mois. C'est un conflit qui dure depuis des mois, en vérité. Et il y a des gens qui souffrent partout. Depuis 2014. Dans le Donbass, il y a des gens qui souffrent depuis le début. Qui bombarde sans doute dans le Donbass? L'armée ukrainienne a bombardé le Donbass et les gens du Donbass depuis des mois. Il faut être équanime. C'est pas parce qu'aujourd'hui Poutine est l'agresseur qu'il ne faut pas être honnête. Bon, maintenant, d'ailleurs, je pense que nous avons eu tort, et Emmanuel Macron a eu tort, et Mme Merkel a eu tort, et les Américains ont eu tort de ne pas assez faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils respectent les accords de Minsk II et pour qu'ils permettent une autonomie au Donbass. Mais tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, il faut en sortir. Et je pense que, si vous voulez, il n'y a aucun intérêt pour personne que l'Ukraine fût dans l'OTAN. Les Américains ont refusé jusqu'à présent vous savez ce qu'ils appellent la clause de la porte ouverte. Ils disaient non, ils ne rentrent pas, mais un jour ils pourraient rentrer. C'est ça qu'il faut. Il faut fermer cette porte ouverte. Quand vous dites, vous parlez comme Poutine, je parle aussi comme Nicolas Sarkozy, je parle aussi comme Dominique de Villepin, je parle aussi comme Hubert Védrine, je parle aussi comme François Fillon à l'époque, je parle comme beaucoup de gens qui disent la même chose que moi, ou je dis la même chose qu'eux. C'est pas, vous voyez, c'est pas de la prétention de ma part. Simplement, c'est un accord des opinions. Mais parce que ça me paraît le bon sens et la logique. Vous savez, Talleyrand disait la diplomatie, c'est se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Mais donc Churchill il faut comprendre. Mais ce n'est pas de la soumission. Moi, je défends les intérêts de la France. Churchill disait, ce que j'ai pu voir chez mes amis et les alliés russes, c'est que ce qui m'a convaincu, c'est qu'il n'y a rien qu'ils admirent tant que la force. Et rien qu'ils respectent si peu que la faiblesse. Mais bien sûr, voilà. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que Churchill a raison. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la férocité russe pendant les guerres. Les Allemands s'en souviennent pendant la guerre 40 et les Français en 1812. On le sait tout ça. Donc c'est pour ça que je veux arrêter. Parce que ça va être un massacre, ça va être une horreur. Donc il faut arrêter ça au plus vite. Une crise humanitaire à la clé, on aura l'occasion d'en parler. On va juste accueillir Gauthier Lebret du service politique de CNews. Bonsoir Gauthier. On va voir avec vous les propositions du candidat Éric Zemmour à propos de cette situation internationale. À vous, Gauthier. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir.
Vous êtes donc pour la sortie du commandement intégré militaire de l'OTAN pour retrouver une position de non-aligné et d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Vous étiez pour cette sortie avant la crise ukrainienne et vous l'avez réaffirmé lors de votre dernier meeting. L'OTAN que vous jugez, Sonia l'a rappelé, responsable de la guerre en Ukraine, Poutine coupable, mais l'OTAN responsable. Vous êtes opposé à la livraison d'armes à l'Ukraine, une mesure néfaste, avez-vous déclaré. Vous êtes contre les sanctions financières contre la Russie que vous jugez inefficaces et vous ne voulez pas accueillir de réfugiés ukrainiens en France, contrairement à tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Marine Le Pen a réaffirmé qu'elle voulait accueillir des réfugiés ukrainiens. Hier, vous répondez « j'assume d'être le seul candidat à l'élection présidentielle à ne pas vouloir en accueillir. En revanche, vous voulez aider financièrement et logistiquement la Pologne et les autres pays frontaliers de l'Ukraine à prendre en charge ces réfugiés, alors que des villes françaises se préparent d'ores et déjà à les accueillir. Pour le moment, ils sont moins d'une centaine sur notre sol, a déclaré hier Gérald Darmanin. Et puis enfin, vous voulez un traité de paix qui prévoit la fin de l'extension de l'OTAN. Merci beaucoup Gauthier Lebret. On va prendre dans l'ordre tous ces points, hein, parce que évidemment, c'est bien fait. On va essayer de respecter ces temps. Juste un mot sur les livraisons d'armes. Vous êtes hostile au fait qu'on livre des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent. Marine Le Pen estime que cela fait de nous des co-belligérants. Vous êtes d'accord avec elle? Si vous voulez, encore une fois, moi, je veux une paix rapide. Je pense vraiment que tout ce qui peut prolonger le conflit, alors bien sûr, ça va faire une stratégie d'enlisement, je comprends bien l'objectif pour affaiblir les Russes, mais je pense aussi que ça va coûter très cher en vie humaine, en massacre. Je vous répète, les Russes sont capables de tout, donc moi j'essaye de protéger vraiment les Ukrainiens. Mais eux veulent se défendre. Mais bien sûr, je comprends, mais c'est pour ça que je pense que le rôle de la France, c'est de ne pas les empêcher de se défendre, mais c'est c'est au contraire d'arrêter les frais. Parce qu'ils ne gagneront pas contre la Russie. Ils pourront retarder l'échéance, ils pourront évidemment tuer des Russes, etc. Ils ne vont pas agiter un drapeau blanc face à des chars et des bombes. Non, mais je ne leur demande pas ça, c'est pas eux. Ce qu'ils subissent. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il faut trouver une solution diplomatique au plus vite, c'est tout. Parmi vos propositions, Éric Zemmour, sortir du commandement intégré de l'OTAN, et après, certains disent cela couperait la France de l'instance de planification et de conduite des opérations, et puis c'est tout. Voilà l'effet que cela aurait. Qu'est-ce que ça changerait, en fait? Alors, très vite. Il faut bien distinguer, et vous l'avez compris, le traité de l'organisation. Le traité, évidemment, je ne propose pas de sortir de l'alliance atlantique. Nous sommes alliés avec les Américains, les Anglais, etc. Nous le resterons. C'est exactement comme a fait le général de Gaulle en 1966. Il est sorti du commandement militaire intégré, il n'est pas sorti de l'alliance. Le commandement militaire intégré, c'est une structure en vérité bureaucratique, où il y a 700 officiers français, qui seraient mieux dans l'armée française, où on en manque, et qui est souvent dirigé par des gens qui ne sont pas vraiment alliés. Vous savez, au moment de l'incident, puisqu'on dit comme ça, de ce bateau français qui a été éclairé, c'est-à-dire menacé, en vérité, par un bateau turc, pourquoi l'OTAN n'a pas réagi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, le commandant de la section maritime était un Turc. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on ne sait pas et qu'on ne sait qu'après. En plus, rester dans le commandement militaire intégré, ça oblige de plus en plus à une intégration des armes de toutes les armées. Ce qui fait que, en vérité, ça sabote d'avance notre indépendance de l'industrie militaire française, qui ne peut plus développer. Ce n'est plus seulement l'interopérabilité, vous savez, c'est-à-dire on a des Rafales, mais ils peuvent s'entendre avec les F-35. À partir de maintenant, les Américains demandent en fait qu'on soit sur des F-35. Et comme ça leur permet de vendre des armes à tout le monde. C'est un vrai problème tout ça. Et troisième chose, on l'a vu, pardon, j'ai fini, on l'a vu justement dans cette histoire tragique avec la Russie, c'est que les autres ne nous prennent pas au sérieux. C'est-à-dire que les autres nous disent vous n'êtes pas indépendants. La France n'a une voix qui porte que quand elle est indépendante. Regardez comment font avec les Grecs, comment on fait avec les Indiens, comment on fait avec d'autres pays qui accueillent la France et qui achètent des armes françaises parce que c'est un moyen de ne pas acheter des armes américaines et de montrer son indépendance. La vraie question derrière cela, vous, si vous êtes élu président, qui seront nos alliés ? Nos alliés seront
nos alliés habituels, c'est-à-dire les Américains, les Anglais. Donc mais vous rien savez, ne change. Comme d'autres, je me méfie des Américains, c'est-à-dire dans le sens où les Américains ont abandonné beaucoup d'alliés. Ils ont abandonné jadis Chiang Kai-shek en 1949. Oui, on peut vous rappeler d'autres épisodes de l'histoire et ils ont abandonné les Afghans. Ils ont abandonné... Et oui, mais ils n'ont pas abandonné la France, Comment tout le moins. Ils n'ont pas abandonné la France, tout le moins. Ils ont tardé beaucoup à venir, vous savez, mais c'est une autre histoire. C'est un autre que ça soit débat. en 17 ou en 44. Mais peu importe. Pour revenir sur l'OTAN. Ce que je veux dire, c'est... Voilà, pour revenir Parce sur que l'OTAN... les Français, 76% des Français veulent rester dans l'OTAN. Mais je ne extrêmement sors pas attachés. de l'Alliance Atlantique. Mais je sors du commandement militaire. ça ne change intégré. rien sur le Mais si, mécanisme je de vous ai dit en quoi ça solidarité change. entre les États. Non, ça ne change rien. Ça change. Mais pourquoi le général de Gaulle l'a fait d'après vous? L'article 5 prévoit que nous serons solidaires de n'importe quel État qui serait attaqué. Attention, nous serons solidaires, mais nous avons notre autonomie de décision. Nous sommes solidaires, mais nous ne sommes pas obligés de suivre l'Alliance n'importe où. Regardez, dans les années 60, le général de Gaulle est sorti du commandement militaire intégré pour ne pas suivre les États-Unis en Asie. Là, vous savez, avec l'extension de cette folie guerrière, les gens qui me traitent de munichois et de pacifiste, ce qui me fait bien rire, et qui prouvent qu'ils n'osent tout, on peut imaginer demain que la Chine attaque Taïwan. Vous voyez, on est dans une situation vraiment grave. Il faut arrêter absolument cette escalade. Mais on veut comprendre jusqu'où ira votre équidistance, votre indépendance, votre équilibre entre la Russie et les États-Unis. Vous prenez d'ailleurs souvent des exemples dans l'histoire. Vous dites le général de Gaulle. Je vous ai même entendu citer une fois Mitterrand. Oui. Vous aviez dit, je crois que c'était à la chute du mur. En 1990, François Mitterrand propose une grande confédération européenne. Oui, mais vous ne racontez pas la suite de l'histoire, Éric Zemmour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est mort-née, cette idée. Oui, parce que les Américains ont refusé. Eh bien oui. Mais je ne vous le fais pas dire. C'était la Pax Americana qui l'a remporté. Mais je ne vous le fais pas dire. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, et c'est mon grand désaccord avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron croit en la chimère de défense européenne. La défense européenne n'existe pas, contrairement à ce qu'il a dit. C'est sans doute mon seul désaccord avec son intervention de ce soir. Mais c'est un désaccord fondamental, vous avez raison. Elle n'existe pas parce que les autres n'en veulent pas. Les autres veulent la protection des États-Unis d'Amérique. C'est clair. Les Allemands ont dit à Emmanuel Macron 10 fois. Il l'avait déjà dit au général de Gaulle d'ailleurs. Les Allemands investissent massivement. C'est un bouleversement inédit. Est-ce que vous avez changé vos lunettes idéologiques, votre corpus idéologique à la lumière de ce qui est en train de se passer? Excusez-moi, pardonnez-moi, mais justement, c'est exactement ce que je propose depuis des années et ce que j'ai proposé avant même qu'il y ait le 24 février l'attaque de l'Ukraine par la Russie. J'ai fait un discours au Mont-Saint-Michel où j'ai expliqué justement que nous avions un devoir de puissance et que nous devions investir massivement dans la défense. J'ai donné un chiffre de 70 milliards en 2030. Nous sommes à 40 milliards. C'est un investissement massif. J'ai proposé un nouveau sous-marin nucléaire, un porte-avions nucléaire, pardon. J'ai proposé plusieurs sous-marins nucléaires. J'ai proposé un accroissement des avions, etc. Donc, moi, je l'ai fait avant l'attaque russe. Donc, si vous voulez, je pense que d'ailleurs, Emmanuel Macron a arrêté la dégringolade parce que nous avions profité des soi-disant dividendes de la paix pour baisser considérablement nos budgets de la défense. Je rappelle quand même que le général de Villiers a démissionné parce qu'en 2017, il estimait que Emmanuel Macron n'augmentait pas assez les budgets de la défense. Donc moi, on ne va pas me prendre en défaut là-dessus. C'est moi qui ai proposé avant l'Allemagne, avant Emmanuel Macron, cette augmentation massive des budgets. C'est la naissance, peut-être un peu tardive et poussive. On se souvient, un journaliste, vous dénonciez cette Europe molle, servile. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une Europe plus puissante, politique, voire... Non, pardonnez-moi. Rien n'est en train de changer. Attendez, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien de changé. Je dis que tout cela se fait sous le magistère, l'autorité, le protectorat, comme disait le général de Gaulle, des États-Unis. Bon, maintenant, vous avez raison, il y a une prise de conscience. Et pardonnez-moi, j'en suis fort heureux. Ça fait des années qu'on me moque, qu'on m'invective, qu'on m'insulte parce que je parle du retour du tragique dans l'histoire, parce que je dis que nous ne sommes pas dans le monde rêvé par Fukuyama, la fin de l'histoire et la démocratie libérale pour tous, mais dans le monde prophétisé par Huntington du conflit de civilisation. Que n'entends-je ? Accordez-moi que j'entends pique-pente depuis des années et maintenant que tout le monde vient dire le tragique est revenu, le président lui-même, le tragique est revenu, c'est pas ce qu'il disait pendant sa campagne électorale de 2017, alors que moi je le disais déjà. 5 ans ont passé.
Mais je suis d'accord. Mais accordez-moi au moins la précocité du diagnostic et la pertinence du diagnostic. C'est tout ce que je demande. Cette France armée, réarmée que vous voyez, elle serait une puissance belligérante, une puissance qui serait amenée belliqueuse, vous voulez dire? Oui, belliqueuse, à intervenir sur les théâtres d'opérations extérieures? Mais nous intervenons déjà. Nous sommes au Mali, nous sommes intervenus en Libye, nous avons eu 30 ans d'ailleurs. Mais si vous voulez, aujourd'hui, quelle est, vraiment en 2 mots, la situation de notre armée? Nous avons une excellente armée de grands soldats, vous voyez, des rafales, des instruments très de pointe, mais pour utiliser une formule, nous avons une armée échantillonnaire. C'est-à-dire que... Nous sommes une force de projection, une armée de projection. Nous avons des échantillons de chaque. Mais vous savez qu'aujourd'hui, si nous faisions un combat là de haute intensité, comme on appelle ça aujourd'hui, on tiendrait 3 jours. D'accord, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous déployer, comme sur le terrain malien. Oui, mais alors je vais vous donner un point de comparaison. Pour attaquer l'Ukraine, la Russie a envoyé 20 armées c'est-à-dire 10 bataillons. 10 bataillons de 500 à 1000 soldats. 20 fois, c'est 10 bataillons. Nous pouvons en envoyer une armée. C'est-à-dire 5 000 hommes, au mieux 10 000 hommes. C'est ce que nous avons fait au Mali, 5 000 hommes, etc. Donc vous voyez la différence. Donc c'est ça que j'appelle une armée échantillonnaire. En plus, au bout de 3 jours, nous avons besoin de munitions que nous achetons aux Américains et autres. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc il faut nous massifier notre armée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai proposé ces investissements. C'est pour ça que je propose des effectifs en progression dans l'armée de terre, 100 000 combattants réels. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Vous voyez, c'est pour ça que je propose 300 avions de chasse au lieu des 270 que nous avons. Vous voyez, etc. On a déjà fait la liste. Juste, j'aimerais qu'on voit le sondage qui a été fait pour CNews par le CSA. Seriez-vous favorable ou opposé à ce que la France intervienne militairement pour défendre l'Ukraine? Nous avons posé la question aux téléspectateurs. La réponse des Français, 60%, ils sont opposés, 40% seulement, ils sont favorables. Les Français sont sages. Voilà, ils ont du bon sens. Et les Français sont sages. Encore une fois, nous ne devons pas, et d'ailleurs même Emmanuel Macron l'a dit, vous avez vu, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Donc l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. C'est ça le sujet d'ailleurs. Nous ne sommes pas en guerre. Elle peut être partie de l'Union européenne. Elle a demandé à entrer dans l'Union européenne. Oui, mais je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Pourquoi? Pour une raison simple, je vais vous dire. Il y a un article qui prévoit que tout membre de l'Union européenne est affilié automatiquement à un accord de défense entre pays européens en lien avec l'OTAN. Donc, si vous voulez, on sort la question de l'OTAN par la porte, on la rentre par la fenêtre. Sauf si on demande officiellement à être neutre. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Autriche. Bon. Mais ça pourrait être une solution. Ça pourrait, mais c'est... Parce que vous êtes sensible à l'eau de Zelensky qui a dit « Mais nous sommes Européens, traitez-nous en égaux, en égal. » Malheureusement, le drame de cette situation, c'est que ce ne sont que des Européens. Les Russes sont des Européens, les Ukrainiens sont des Européens. L'Atlantique à l'Oural. Et c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Europe doit se réorganiser autour de ce vieux concept du général de Gaulle. L'Ukraine est un pays européen, pas russe. Pardon? L'Ukraine est un pays européen ou russe? Vous allez me dire les deux, mon capitaine? Attention. Je vous ai répondu tout à l'heure. Il y a une histoire mêlée. J'ai écouté Mme Carrère d'Encausse depuis longtemps, j'ai lu Solzhenitsyn. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie sont intimement mêlées. C'est ce qui fait que pour Poutine, c'est un seul peuple. Je l'ai dit au début de notre entretien, je pense qu'il a sous-estimé la naissance d'un sentiment national ukrainien. C'est un de ses problèmes, j'allais dire, au-delà du problème géostratégique et militaire, j'allais dire que c'est un de ses problèmes philosophiques. Parfois, les peuples se réveillent. Un mot des sanctions, elles sont massives. Et se révèlent. Et se révèlent. Les sanctions économiques sont massives, elles vont continuer à s'étendre, fermeture des espaces aériens, un certain nombre d'avoirs et de biens qui sont gelés. Est-ce qu'elles vont fonctionner? Est-ce qu'elles vont avoir l'effet escompté, c'est-à-dire affaiblir Poutine et amener un cessez-le-feu plus rapide? Ou est-ce que vous craignez l'inverse, c'est-à-dire que le peuple se coalise derrière son dirigeant? Non, c'est pas ça que je crains. Je crains que ça desserve les intérêts français. Je crains que, vous savez, en 2014, après l'occupation de la Crimée, nous avons fait déjà des sanctions et déjà un embargo. Les producteurs de porc n'ont pas pu exporter vers la Russie. Ils ont perdu
de l'argent, ils ont perdu... et par ailleurs, la Russie est devenue le premier producteur et exportateur de porc du monde. Voilà, moi je crains cela. Par ailleurs, oui, Bruno Le Maire... il devrait être prudent maintenant. Il est revenu. Voilà. Il est revenu sur sa phrase. Voilà. Comment vous dire, en plus, la Russie est producteur de titane, de cobalt, etc. Par exemple, le titane, c'est pour les avions Airbus. Comment nous allons continuer à fabriquer des avions Airbus? Qu'est-ce que nous avons dans la balance du rapport de force? Parce que... Si on n'utilise pas les sanctions, comment vous parlez d'égal à égal avec... Vous avez raison. Alors, quelle est la solution? Vous avez raison. C'est en cela... Non, mais vous avez raison. C'est pas facile. Et voilà, moi, j'essaye de protéger aussi les Français. Il va y avoir une augmentation du prix du gaz. Je note d'ailleurs que... les Allemands se protègent plus habilement que nous. Je vous explique en 2 mots ce que j'ai compris. C'est un système un peu compliqué. Vous savez, le fameux système bancaire SWIFT, c'est-à-dire qui permet des financements automatiques par banque. Et, certaines banques russes en ont été exclues. Voilà, certaines banques russes ont été exclues, pas toutes. Justement, c'est là que je veux en venir. C'est ce qu'on appelle la déswiftisation, en termes pompeux et technocratiques. Donc, comme par hasard, les banques qui financent l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne n'ont pas été sorties du système SWIFT. Je le note. Pour l'instant. Les Allemands, eux, défendent leurs intérêts. Mais ça nous pose un vrai problème. Les Allemands ont renoncé à l'énergie nucléaire. Ça nous pose des questions. Mais vous n'avez pas répondu sur qu'est-ce que vous mettez dans la balance du rapport de force si vous dites que les sanctions nous reviennent en boomerang. Alors comment vous tenez tête à Vladimir Poutine puisque vous l'avez reconnu? Mais vous avez raison, c'est subtil. Il faut des sanctions fermes. Mais qui ne nous nuisent pas. Mais si elles sont fermes, forcément... mais qui ne nous condamnent pas. Alors quelle est la solution d'Éric Zemmour s'il est au pouvoir? Vous savez, moi je pense qu'il faut avancer. Mettons des sanctions pour tenir un rapport de force avec Poutine. Mais il faut considérer que ça doit être provisoire. Et que la vraie solution, ce ne sont pas les sanctions. C'est la discussion diplomatique, la discussion, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, je constate qu'Emmanuel Macron ne dit pas autre chose. Et lui-même a dit je conserve le contact avec Poutine, etc. C'est une évidence. On va avancer sur la question des réfugiés, parce qu'évidemment, elle est très importante. On va se rendre sur place en Ukraine, retrouver l'une de nos envoyées spéciales, l'une des journalistes de CNews qui se trouve sur place, Régine Delfour, avec Fabrice Elsner. Bonsoir Régine, vous vous trouvez à Lviv. Dernière étape avant l'exil. Régine, la ville est littéralement débordée par l'afflux des réfugiés, c'est bien cela? Oui, Laurence, nous sommes à Lviv depuis bientôt 4 jours et vous ne pouvez pas imaginer les scènes qu'on voit face à cet afflux massif des réfugiés. Alors, Lviv, c'est une ville qui est une des plus sécurisées pour le moment en Ukraine et puis surtout, nous sommes à une 60aine de kilomètres de Medica. Medica, c'est l'un des principaux postes de frontière avec la Pologne et la particularité de ce poste de frontière, c'est que l'on peut franchir la frontière à pied. Alors, beaucoup empruntent des bus puisqu'il y a des problèmes de voitures et d'approvisionnement au niveau de l'essence, d'autres la route. Et il faut savoir qu'il faut s'armer quand même d'énormément de patience puisqu'il y a beaucoup d'embouteillages. On compte près de 40 km d'embouteillages. Et selon nos informations, il faut compter au moins 20 heures pour passer la frontière. Alors, ces Ukrainiens fuient les principales villes où les combats sont incessants, c'est-à-dire Kiev, Kharkiv, Kherson et puis Mariupol. On a d'ailleurs appris qu'à Mariupol, les civils ne pouvaient même pas aller chercher les blessés dans la ville puisque les tirs étaient totalement continus. En 24 heures, 200 000 personnes ont franchi la frontière, ce qui porte le nombre de 874 000 Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine. C'est évidemment très conséquent comme nombre, comme population. Régine, et où vont-ils? Où vont ces réfugiés et ces déplacés? Alors Sonia, ils vont principalement en Pologne, puisque beaucoup ont des membres de leur famille en Pologne. Il faut savoir que la Pologne compte plus d'1,5 million de ressortissants polonais. Mais il y a une notion qui est très importante qu'il faut comprendre, c'est cette notion de patriotisme qui est vraiment très très importante chez les Ukrainiens. Alors même si les femmes et les enfants fuient le pays, c'est avec l'idée de retourner bientôt en Ukraine une fois que le conflit sera terminé. Donc ils choisissent des pays limitrophes comme
la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie, ou encore la Moldavie, la Slovaquie, la Hongrie. Et voilà. Et donc, en fait... certains aussi nous ont dit quand même qu'ils comptaient partir en Italie parce qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont en Italie. Mais quand on leur demande s'ils comptent venir en France, on a posé la question à tous les réfugiés qu'on a croisés. On en a quand même croisé énormément. Ils ont paru surpris. Alors ils nous ont dit non. Alors pour plusieurs raisons. Parce que il y a déjà le barrage de la langue. Le français est une langue plutôt compliquée et ils cherchent des pays où l'anglais est parlé. Il semblerait qu'en France, nous ne parlions pas très très bien anglais. Et il y a une autre problématique aussi, c'est qu'en fait ces Ukrainiens cherchent à travailler. Et en France, l'accès au marché du travail leur semble compliqué puisqu'il y a un chômage qui est très important. Merci beaucoup Régine Delfour. Je voudrais tirer un coup de chapeau à nos envoyés spéciaux, Régine Delfour, Fabrice Elsner, Antoine Estève, Stéphanie Rouquier et tous les journalistes qui en ce moment couvrent ce conflit pour nous permettre d'informer nos téléspectateurs. Donc coup de chapeau à ces hommes et ces femmes qui sont sur le terrain. Éric Zemmour, vous avez dit quelque chose qui a beaucoup choqué à propos des réfugiés. Vous avez dit on ne peut pas les accueillir, ces réfugiés. Il vaut mieux qu'ils restent en Pologne pour être plus près de leur pays, pour rentrer. Est-ce que, à la lumière de cette détresse que nous a décrit Régine Delfour, vous revenez sur cette phrase? Écoutez, évidemment, je vois les images de ces gens qui sont malheureux, qui fuient la guerre, qui craignent la mort de leur mari, de leur père, de leur fils. Et on ne peut pas rester insensible à cette douleur. Mais j'ai bien écouté ce qu'a dit votre correspondante, et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est bien de faire des grandes déclarations humanitaires de la France, de faire campagne sur le dos de la générosité des Français, de se parer des atours de l'humanisme et de se faire une campagne d'image sur le compte des Ukrainiens et de la générosité des Français. Nous allons en accueillir des réfugiés. Comment ? Nous allons en accueillir et il y en a certains qui arrivent déjà. Je vais répondre. Donc c'est bien de faire tout ça, surtout quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on a un nom lourd à porter. Et vous pensez à qui ? À Marine Le Pen ? Et qu'il faut se blanchir de beaucoup de choses. Marine Le Pen ? C'est vous qui le dites. Non, moi je vous le demande. Mais il faut voir la réalité, il faut voir ce que demandent les Ukrainiens. Et j'ai écouté votre correspondante. Qu'est-ce qu'ils demandent, les Ukrainiens ? Moi, je vous regarde et j'écoute ce qu'ils veulent, eux, et pas ce qu'on prétend vouloir pour eux. Ils veulent aller en Pologne. Ils veulent être à côté, elles veulent, puisque ce sont les femmes et les enfants, et ils veulent rester à proximité de leur mari. Certains veulent venir en France. Attendez, qui veulent se battre. Ils veulent pouvoir rentrer. Elle l'a dit, elle leur a demandé. Ils veulent rentrer. Donc je considère qu'il faut au contraire les aider. Et ce que j'ai dit, que personne n'a retenu, j'ai dit qu'il fallait aider les Polonais. Et pour cela, ce que personne ne dit, il faut supprimer ces scandaleuses sanctions financières que la Commission a affectées, infligé à la Pologne. Merci. Mais ma question était, est-ce que... infligé à la Pologne. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Non, je n'ai pas changé d'avis. Au contraire, les Ukrainiens sont d'accord avec moi. Je ne vais pas changer d'avis maintenant. En revanche, ce que je dis, c'est s'il y a des Français qui veulent recevoir des Ukrainiens, je connais la générosité française, ils peuvent les recevoir. De toute façon, vous savez, quand ils rentrent en Pologne, ils sont dans l'espace Schengen. Bien. Donc on ne va pas les empêcher de venir. Mais je répète, ils ne veulent pas venir. Ils veulent aller en Pologne. Ils veulent rester près des leurs. Oui, mais à un moment, la Pologne va être débordée. Ce sont des flux et c'est vraiment des afflux. Il faut aider les Polonais. La question, en réalité, n'est pas si vous écoutez les Ukrainiens, c'est ce qu'ils disent. C'est un principe, en réalité. On va vous refaire la tradition. Mais on a envie de comprendre quels sont les ressorts de ce que vous dites pour ne pas accueillir aujourd'hui. On voit évidemment les difficultés de ces personnes-là. Pourquoi, profondément, vous ne le souhaitez pas ? On entend, c'est la Pologne, etc. Mais on a envie de comprendre pourquoi vous êtes le seul candidat à la présidentielle aujourd'hui et quasiment le seul responsable politique aujourd'hui à tenir ce discours. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. C'est de la démagogie, là ? Oui, pour beaucoup de candidats, c'est de la démagogie, c'est du renoncement. Pour l'ensemble des candidats par vous. À ce qu'ils n'ont. Bah oui, mais il y en a.
À gauche, de toute façon, ils reçoivent tout le monde, ils veulent absolument recevoir toute la misère du monde. Mais il y a d'autres candidats qui ont fait de la fermeté sur l'immigration le porte-drapeau de leur parti et de leur candidature. Et je note que Marine Le Pen a les oreilles qui sifflent ce soir. Ils sont prêts à tout abandonner, mais ça ne m'étonne pas. Est-ce que ça ne s'appelle pas du pragmatisme alors que vous restez peut-être enfermé dans votre projet, dans un corpus idéologique qui vous fait refuser même des réfugiés qui n'ont rien à voir avec ce que vous dénoncez d'habitude, le grand remplacement. Ça s'appelle de l'opportunisme. Et ça s'appelle de la démagogie. Et ça s'appelle, je le répète, se faire une campagne d'image sur le dos de la misère des Ukrainiens. Bon. Mais moi, ce que je dis, je comprends très bien la différence entre des Ukrainiens européens et chrétiens et des gens qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, qui sont d'une autre civilisation qui n'est pas la nôtre. Donc je sais très bien la différence. Évidemment, je la fais puisque c'est moi qui explique que nous sommes dans un conflit de civilisation et c'est moi qui explique que je crains le grand remplacement d'une civilisation par une autre. Évidemment que les Ukrainiens ne sont pas dans cette catégorie-là. Ils sont nos frères européens. Pour autant, on mais les accueille pour pas. autant, ce que je dis, c'est que d'abord, comment va-t-on les accueillir? C'est facile de dire on va les accueillir. Si c'est pour les mettre comme d'autres, voyez, sous les métros et dans des conditions infâmes, ce n'est pas la peine. C'est du faux humanisme. C'est du temporaire. Êtes-vous sûr que votre position ce soir, pour ceux, et même pour ceux qui votent pour vous, êtes-vous sûr qu'elle ne va pas paraître brutale, inhumaine et à contresens de l'histoire? Dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez des milliers et des milliers de gens qui vont certains frapper à la porte de la France. Pour l'instant, ils ne frappent pas à la porte. Certains arrivent. Mais s'il y en a qui arrivent, je ne vais pas les renvoyer. Je vous ai dit, c'est dans Schengen. Donc de toute façon, c'est une discussion vaine. Ils vont prendre le train. Si, c'est sur le principe que c'est important. Mais oui, mais sur le principe, j'ai voulu dire que, vous savez, et c'est en cela qui me différencie d'autres, il faut se méfier quand on est un homme d'État. Napoléon. Oui, exactement. Le cœur d'un homme d'État est dans sa tête. Le vrai caractère perce presque toujours dans les grandes circonstances, disait aussi Napoléon. Non, le cœur d'un homme d'État est dans sa tête. Non, mais je vous en cite une autre. Voilà. Oui. Donc il faut rester calme. Vous savez, quand il y a en 2015 une petite photo d'un enfant, Elan, qui meurt, c'est poignant, c'est déchirant. Sur les côtes de la Méditerranée. Sur les côtes de la Méditerranée, c'est un petit Syrien. Et du coup, l'émotion nous emporte et nous accueillons 1 million de Syriens en Europe. Madame Le Pen aurait encore dit que, pour des raisons pour ne pas paraître brutale et humaniste, elle aurait accepté ce million. Comparaison ne vaut pas raison. Non, ici. je vous ai dit. Oui. Il y a deux choses. La comparaison, si, c'est sur le règne de l'émotion. Un homme d'État doit faire attention à sa propre émotion personnelle et juger en raison. Voilà, alors, ça c'est la comparaison. Ce qui n'est pas la comparaison, et là vous avez raison, c'est que ce sont, évidemment, je l'ai dit, des Européens chrétiens et que ce ne sont pas des gens d'une autre civilisation islamique ou moyen-orientale, etc. C'est la même misère. Il y a des maires... Oui, bien sûr, mais absolument. Mais je ne me permets pas... C'est pas de la démagogie, mais je le précise. Mais non, chère Sonia Mabrouk, vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'on va me dire, et avec raison, vous avez raison, quand je vois... les gens disent c'est des êtres humains. Bien sûr que ce sont des êtres humains, mais ce sont tous des êtres humains. Vous avez tout à fait raison. C'est la même misère, c'est la même peur de la guerre. Donc, si on commence, on accueille tous. Donc, on n'accueille personne. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut être prudent. La responsabilité d'un homme d'État, c'est de ne pas courir après l'émotion. Voilà, quitte à être mal compris au départ, mais je pense qu'il faut expliquer sans cesse. Comme j'ai essayé de vous l'avez fait. Soir. Il y a pourtant des maires en France qui vous soutiennent. Je pense à celui de la ville de Lelling, en Moselle, qui a décidé d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Il a souhaité s'adresser à vous. On va écouter ce qu'il a à vous dire. Écoutez, Monsieur Zemmour ou Éric, en fait, avant tout, c'est de l'humanitaire. Les gens qui vont venir là, quand on voit les gens, c'est des femmes et des enfants. Tous les maris, tous les copains, tous leurs chéris retournent pour défendre leur pays. Contrairement aux gens du Maghreb qui sont en train de nous envahir, contrairement aux gens des autres pays. Ça, c'est des gens qui retourneront au bout de 5-6 mois, voire 1 an, qui retourneront dans leur pays. Donc, ça, je ne pense pas qu'ils vont déstabiliser notre pays politiquement.
Que vous répondez, Éric Zemmour, à ce maire qui vous soutient et qui vous dit qu'ils ne vont pas déstabiliser la France? Mais je l'entends très bien. Je l'entends très bien. Je vous dis, moi, je le comprends. Vous savez, c'est la France, ça. C'est la générosité française, c'est l'héritage du christianisme. Vous savez, je cite souvent André Suarez qui disait que le Français aille ou non à l'église, il a les évangiles dans le sang. Voilà, ce monsieur est magnifique, il a les évangiles dans le sang. C'est comme ça. Donc il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Mais bien sûr, mais comprenez-moi, il n'est pas dans la même position que moi. Il a raison. Et je le répète, si il y a des Ukrainiens qui prennent le train et qui, de Pologne, viennent en France et que ce monsieur les accueille, je le féliciterai. Mais comprenez-nous, ce qu'on interroge, c'est vraiment votre logiciel, votre corpus idéologique. Justement, je vous ai répondu. À cause de tout ce qui se passe, il y a une différence entre Éric Zemmour, l'homme privé, qui dit... Ce maire est magnifique et je le comprends, à sa place, je ferai la même chose. Et en plus, il est l'honneur de la France. Et Éric Zemmour, homme d'État, président de la République, qui dit « Attention, nous ne devons pas tomber dans la dictature de l'émotion, car après, ça va servir des gens qui veulent effectivement nous envahir et qui veulent nous remplacer. » C'est ça que je dis. Donc j'essaie de tenir l'équilibre. J'essaie d'être responsable. Apparemment, ce n'est pas l'objectif d'autres candidats à la présidentielle. Chacun fait ses choix. Allez, on va faire un nouveau point sur la situation en Ukraine. Samy Sfaxi de la rédaction de CNews nous rejoint. Samy, un point actuellement, que se passe-t-il du côté du mouvement des troupes russes ? Alors écoutez Laurent, j'ai sélectionné quelques clichés pris ces dernières heures en Ukraine justement parce que parfois des photos parlent plus que des vidéos. D'abord cette première photo prise par Daniel Léal, c'était ce matin, la photo de ce soldat enlaçant sa campagne avant de partir au front. Des scènes comme celle-ci, il y en a des milliers à travers tout le pays. Autre photo prise cette fois-ci par Aris Mezinis, Sergueï, 41 ans, prenant dans ses bras sa femme, Natalia et leur enfant, réfugiés dans le métro. La peur au ventre, bien sûr, parce que vous le savez, l'assaut de Kiev peut arriver d'un moment à l'autre. Et puis, ce militaire qui est posté sur la place de l'indépendance de Kiev, avec ces énormes barrages anti-chars, vous les voyez, ce sont des barrages qui ont été postés tout autour de la ville pour protéger les habitants de Kiev. Et enfin, cette photo, dernier cliché de cette personne âgée qui traverse les décombres après cette frappe, vous le savez, à Kiev, frappe à proximité de l'antenne TV, justement en Ukraine, à Kiev. On salue bien sûr tous nos confrères photographes qui, en ce moment, travaillent dans des conditions difficiles à Kiev et dans toute l'Ukraine. Une dernière information, Laurence, pour vous dire que 4 avions de combat russes auraient violé l'espace aérien en Suède, à l'est de l'île de Gotland. L'état-major suédois estime que cet acte est irresponsable compte tenu de la situation. Merci à vous, Samy Sfaxi. Et bien entendu, on vous retrouve tout à l'heure. On va suivre l'évolution chaque heure, chaque minute quasiment, de cette situation de l'offensive russe. On va venir dans quelques instants, Éric Zemmour, à d'autres pans de votre projet. Et même s'il était question de votre projet là encore et de vos idées, votre façon de voir le monde, quelques questions d'actualité. Ce soir, le président de la République a évoqué la situation en Ukraine. Il n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature. Ça ne saurait tarder. Certains disent qu'il y a un risque qu'il n'y ait pas de campagne, qu'elle soit totalement gelée, anesthésiée. Est-ce que c'est le cas ? Je pense que c'est même le rêve d'Emmanuel Macron. Il voudrait être réélu sans campagne. Enjamber la présidentielle. Après tout, il se considère comme tellement bien, tellement meilleur que tout le monde, tellement présidentiel, tellement souverain, qu'il n'a pas besoin de faire campagne et daigner demander au peuple son avis. Que d'ironie. On voit bien que c'est la tentation. Vous persiflez. On voit bien que c'est la tentation. Il y a eu le Covid et maintenant il y a la guerre. Je ne dis pas évidemment qu'il est responsable du Covid ni de la guerre. Évidemment, je me méfie maintenant, donc il y a certaines choses qui vont mieux en se disant. Mais en tout cas, il en profite. Je dirais que les discours va-t-en-guerre de certains le servent. Il ne les tient pas. Hein. C'est ce que j'ai dit. Les discours de certains, pas de lui. Je le reconnais volontiers, je l'ai dit tout à l'heure, pour son discours tout à l'heure, manifestement, il a fait descendre la température, il a compris qu'il y avait péril en la demeure. C'est déjà ça. Mais il fera campagne, donc, à un moment ou à un autre. De toute façon, il est obligé de se déclarer avant la fin de la semaine, administrativement. Il le fera avant vendredi. Bon.
oui, je souhaite qu'il fasse campagne, qu'il y ait campagne. Vous savez, je crois que j'anime la campagne depuis des mois. Je pense que j'ai réussi à imposer le thème dont personne ne voulait. Je dis bien personne, aucun candidat ne voulait, qui est celui Vous excluez Marine Le Pen, donc ? Absolument. Une nouvelle fois ? Mais absolument. Le thème du grand remplacement, le thème de l'identité de la France et du destin de la France à 20 ans, je souhaite absolument que ce thème, on continue à poser la question et que le président de la République, qui je sais a un avis radicalement, j'allais dire divergent, mais c'est pas assez, antagoniste. Antinomique, oui. On est d'accord, antagonistes là-dessus, viennent débattre et je pense qu'on en débattra lors du débat du second tour. Vous souhaitez débattre avec lui, je pense qu'Emmanuel Macron ne débattra pas au premier. Vous pensez qu'il ne débattra pas avec vous, par exemple ? Au second tour, oui. Au premier, je pense qu'il ne refusera de débattre. Mais s'il veut débattre avec moi au premier, évidemment, j'accepte volontiers. J'aimerais vous faire écouter Marine Le Pen. Vous en avez parlé à tellement de nombreuses reprises que je souhaite qu'on l'écoute. Elle s'est exprimée hier soir sur une autre antenne à propos de votre entourage. Elle estime qu'il y a autour de vous des gens qui sont des nazis. On va l'écouter, puis évidemment, vous allez lui répondre. Il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des nazis. Vous avez des noms ? Point, c'est comme ça. Mais ils ont été publiés, M. Corbet. Il faut lire la presse, lisez vos collègues. Le Point a fait un papier. Je ne sais plus quel autre a fait un papier. Donc je viens lui dire, attention, moi j'ai contribué à marginaliser ces gens-là. Il y en a certains que j'ai jamais vus. Qu'il fait une erreur, il y en a certains que j'ai jamais vus, mais il y en a que j'ai déjà vus. Je les ai marginalisés. Je pense que ces gens doivent être marginalisés de la vie politique. Ils ne doivent pas retrouver une parole quelconque, où que ce soit. Alors, Monsieur Zemmour, quand allez-vous faire, je mets des guillemets pour ce mot, le ménage dans votre entourage et vos équipes, à en croire Madame Le Pen ? J'aime quand Madame Le Pen utilise les méthodes que la gauche a utilisées pendant 20 ans contre elle. C'est assez ironique, puisque vous avez prononcé le mot tout à l'heure. Et je trouve, donc, si j'ai bien compris, parce que c'était assez confus, son propos, si je comprends bien, elle les connaît, mais elle ne les connaît pas. Elle les a marginalisés, mais ils étaient autour d'elle. Enfin, ils sont partis chez vous, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle a fait la clarification. Vous savez, et ils sont chez vous aujourd'hui. Je suis désolé de vous le rappeler, c'est comme Zelensky, ça. Moi, je suis d'une famille juive... alors qu'il y ait des nazis autour de moi, ou alors ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que votre judéité vous immunise contre... en tout cas, expliquez-nous le raisonnement quand même. Excusez-moi, je croyais que le premier axe de l'idéologie de M. Adolf Hitler était justement la destruction des Juifs et leur mort programmée. Donc que des nazis, prétendus nazis, comme les nazis autour de M. Zelensky en Ukraine, soit autour d'un juif d'Algérie, ou alors ils sont débiles, ou alors ils n'ont rien compris à leur propre idéologie. Donc il n'y en a pas dans votre entourage. Moi je veux bien, Madame Le Pen lance comme ça des noms. Je vous dis, elle utilise les méthodes de la gauche. C'est très révélateur de ce qu'elle est devenue. Donc non, il n'y a pas de nazis. S'il y en a, évidemment, je n'en veux pas. Je vous dis encore une fois, et puis, de grâce, vous voyez comme ça fait ridicule et indigne quand Poutine utilise cet argument contre Zelensky. Mais pour une raison très simple. Pas seulement parce que Zelensky est juif comme moi, mais parce que tout simplement Hitler est mort il y a 75 ans. Et que aujourd'hui, c'est pas le nazisme qui menace, c'est pas le nazisme qui tue dans les rues de Paris. On ne tue pas au cri de Heil Hitler, on tue au cri de Allah Akbar. On va en parler. Et là, pour certains, c'est un fascisme islamique. Et là, on peut tout dire. Mais là, il y a beaucoup plus de collabos que de résistants, voyez-vous. Là, on prend des mines confites et on dit, oh là là, non mais il faut être humain. Madame Le Pen comprise maintenant, puisque j'ai compris qu'elle se mettait maintenant dans la cohorte des humanistes de la gauche. On va avancer, Éric Zemmour. Donc voilà, là, il n'y a plus beaucoup de résistants, vous voyez. Moi, je pense que je suis le résistant au totalitarisme d'aujourd'hui et qui menace la France aujourd'hui, pas celui qui menaçait la France il y a 80 ans. On va avancer, il y a beaucoup de thèmes à aborder. Juste, vous nous confirmez que Marion Maréchal sera bien présente à votre meeting à Toulon ce week-end ? Ah, je ne vous confirme rien du tout. Vous avez une information du Figaro ce soir Ah, mais... oui, verrez. non. Vous verrez. Écoutez, vous pouvez nous le dire. Je pense que c'est un peu organisé. Je peux vous dire que je le souhaite.
Donc le ralliement est d'ores et déjà officiel. Je l'accueillerai les bras ouverts parce que c'est une amie d'abord de longue date et que c'est une femme remarquable, de grande qualité. Et je serais ravi de la voir à mes côtés. Une preuve de plus d'ailleurs que... si vous voulez, de plus en plus de gens au Rassemblement national ont compris que Marine Le Pen était le candidat du grand renoncement, de la grande trahison de ses idées. Et donc... Elle aura l'occasion de vous répondre prochainement, d'en demander le programme. On va avancer. Le pouvoir d'achat important, c'est la préoccupation majeure des Français. Avec un pouvoir d'achat qui va être impacté par l'inflation, par le contexte de guerre. Comment allez-vous adapter votre programme économique à cette nouvelle donnée? On va vous poser la question dans un instant, mais tout de suite avec Gauthier Lebret, on va faire le point sur vos propositions. Gauthier, à vous. Oui, vous l'avez dit, Laurence, le pouvoir d'achat est souvent la première préoccupation des Français dans les enquêtes d'opinion. Et évidemment, rien ne va s'améliorer avec la guerre en Ukraine. Les prix à la pompe vont continuer à s'envoler. Et à ce sujet, Éric Zemmour, vous voulez rendre obligatoire le remboursement par l'entreprise d'une partie du plein de son salarié, sur le principe un peu du pass Navigo. Un remboursement à hauteur de 50%, plafonné à 40 € par mois. Vous voulez aussi augmenter le salaire net que vous dites trop bas, plus 100 € maximum pour un travailleur au SMIC, exonérer d'impôts et de charges les heures supplémentaires, le fameux retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy que vous avez développé lors de votre meeting à Lille, une prime au mérite zéro charge versée par l'entreprise qui peut représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, et enfin une mesure que vous mettez souvent en avant, la prime de 10 000 € pour chaque naissance en zone rurale. Vous faites une différence par exemple entre une naissance à Paris et une naissance dans le Loir-et-Cher. Je prends l'exemple du Loir-et-Cher puisque vous avez fait cette proposition dans un meeting du Loir-et-Cher. Et alors, condition pour toucher cette prime, vivre depuis 2 ans en zone rurale et y vivre encore 3 ans pour toucher la totalité de la somme qui sera versée en 3 fois 3 300 €. Et être français. Merci beaucoup. Précision. Non, une précision importante. Merci Gauthier. Je vous dis ça parce que Mme Pécresse a proposé une prime de 900 € par enfant jusqu'à 18 ans, sans distinction de géographie, c'est-à-dire qu'elle donne ça dans les banlieues et dans toute la France, et sans distinction de nationalité. Donc je précise, pour éclairer les téléspectateurs, moi, je fais cette double distinction. On va revenir sur cette différence-là. Il y en a tant d'autres, Éric Zemmour. Là, ce qu'a développé Gauthier Lebret, ce sont vos propositions, votre projet qui a été fait avant, évidemment, la guerre et puis ce qui se passe. Donc la question, la facture de gaz s'envole, elle risque d'être multipliée par 2 ou 3. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé tout à l'heure, à venir, il sera présenté par le Premier ministre, un futur plan, justement pour aider les Français. Vous, au pouvoir, ou même vous, candidat, comment vous amendez votre projet en fonction de cette situation aujourd'hui? Alors, il y a l'urgence et le moyen terme. L'urgence, je pense qu'on sera vite obligé, si la guerre continue, si les prix du gaz, et vous avez dit le gaz, et il y a le pétrole, évidemment l'essence, de faire comme... J'ai regardé, avant de venir, une comparaison. Vous vous souvenez, pendant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 91, c'est la déjeuner de service politique. Monsieur Bérégovoy a été Premier ministre de François Mitterrand et il avait bloqué, il était ministre des Finances, pardon, autant pour moi. Il a été Premier ministre en 92. Il avait bloqué les prix de l'essence. Je pense que si ça continue à augmenter à ce rythme, on sera obligé de le faire. Bloqué? Oui. Bloqué provisoirement, bien sûr. Vous avez compris, provisoirement. Ce n'est pas des mesures qui peuvent durer trop longtemps. Mais si vraiment ça continue d'augmenter comme ça, il faudra prendre une mesure du type de celle qu'a prise M. Bérégovoy après c'est la première fois que vous le dites. Hein. Oui, c'est la première fois. Donc mais là, vous dites, mais avec vous savez, la pression de la guerre n'a que quelques jours. Bien sûr, mais on veut comprendre, avec le boomerang des sanctions, est-ce que l'on peut subir? Vous seriez prêt donc à ajouter cela à votre projet? Absolument. Bien. Le gel des tarifs du gaz, quoi d'autre? En mesure d'urgence? De l'essence, surtout de l'essence. De l'essence, je pense. D'accord. Le gaz, non. Oui. Alors là, on arrive au fond. On va bloquer, mais on ne va pas bloquer indéfiniment. Évidemment. Il y a un problème des tarifs de l'énergie. Mais alors là, ça demande une petite explication, mais très rapide. L'Europe? Voilà, exactement. On a c'est rapide. C'est l'Europe. Mais les gens ne vont pas comprendre. Développez, s'il vous plaît, vont pas quand être même. aussi rapide que Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, nous avions une énergie nucléaire, œuvre des présidents de Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing,
qui l'a mise en œuvre, il ne faut pas oublier, et qui nous donnait une énergie peu chère et nationale, si j'ose dire, une indépendance nationale. Et nous avons gaspillé cet atout majeur pour, comme d'habitude, se soumettre à l'Europe, qui a imposé deux choses, qui a imposé d'abord une fausse concurrence, c'est-à-dire que EDF est obligé de vendre son énergie nucléaire pas chère à des autres groupes qui profitent de notre énergie nucléaire, et pour la vendre beaucoup plus chère en électricité, surtout quand l'électricité augmente là. Et en plus, on a arrimé, si vous voulez, les tarifs de l'énergie française, de l'électricité française, à l'Europe. Or, l'Allemagne a décidé il y a quelques années, pour des raisons politiciennes avec les Verts, Madame Merkel a décidé d'arrêter toute énergie nucléaire chez elle. Le résultat, c'est qu'elle a mis des éoliennes. Vous connaissez le problème des éoliennes, c'est qu'elles ne donnent que 25% de leur capacité. Voilà. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Madame Merkel? Elle va chercher, qu'elle faisait Madame Merkel, elle allait chercher dans les usines, dans les centrales à charbon, et le gaz, le fameux gaz russe, dont elle est dépendante, dont l'Allemagne est dépendante à 60%. Ça pose un problème par rapport à notre début de conversation. Les choix allemands, oui. Mais le résultat, c'est que le prix du gaz augmente. Pour alimenter tout cela, avec la guerre en Ukraine, ça va être encore 10 fois pire. Qu'est-ce qui se passe? Nous, comme nous sommes branchés sur ce tarif-là allemand, et ce tarif du gaz, eh ben notre prix de l'électricité augmente. Donc cet arrimage parfois européen nous a servi. Hein. Là, vous le balayez là, très rapidement. Donc, certes, mais alors qu'est-ce que vous proposez? Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas le détricoter. Non, mais si. Ah, ça prendra du temps. Non, Madame Mabrouk. Ça prendra du temps. Attendez, il y a un tarif. Vous savez, le tarif de la reine. Oui. C'est le tarif dont je parlais, qui oblige EDF à vendre son électricité à des groupes, mais à son électricité nucléaire pas chère. Qu'est-ce que ça oblige? Ça oblige EDF, désormais, comme elle n'en a plus, puisqu'elle l'a vendu à 42 €, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va l'acheter à 250 €, à 300 €. Merci pour nous. C'est bien, c'est génie de la finance en France. Donc le résultat, c'est que si on supprime ça, eh ben, EDF gardera son énergie nucléaire et pourra la vendre moins cher aux Français. C'est tout ce que je dis. Il faut sortir de ce tarif imbécile de la reine. Il y a aussi des sanctions. Et remettre le nucléaire. Mais ça, j'ai vu que M. Macron s'alignait sur ma proposition, c'est-à-dire qu'après avoir, pardonnez-moi, après avoir fermé Fessenheim, après avoir annoncé un plan de fermeture de 12 centrales nucléaires en 2018, aujourd'hui, il annonce un plan... C'est un mouvement du balancier dans l'autre sens, là. Voilà, c'est ça. Vous le saluez, ce mouvement? Je ne le salue pas. Ce mouvement. Non, là, faut être Est-ce que ce sérieux. n'est pas un retour au réel, au pragmatisme? Non, mais on peut s'amuser des changements de pied de M. Macron, comme d'autres. Mais là, c'est grave. Parce que ce n'est pas de la petite politique où on peut s'amuser. J'ai été journaliste politique pendant 30 ans, ça m'amusait beaucoup. Mais là, c'est grave, parce que ça a saccagé notre filière nucléaire. Nous ne sommes plus les meilleurs dans le monde. Nous en sommes à demander des conseils aux Chinois pour voir comment ils ont fait pour les EPR qu'on leur a fabriqués. Non, ça, c'est vraiment grave, si vous voulez. Et aujourd'hui, la bouche en cœur, M. Macron vient nous dire « Ah, bah, je vais construire 6 centrales nucléaires, et peut-être 8 en plus. » C'est marrant, j'ai proposé 14. 6 plus 8, ça fait 14. Vous voyez, juste, donc, vous savez, un dernier mot là-dessus. Un dernier mot, parce qu'après on avance sur les un dernier mot, parce que entreprises. je suis sûr que ça va vous intéresser. Je suis allé, il y a 15 jours, visiter l'usine de Fessenheim, la fameuse Fessenheim que M. Macron a fermée d'un trait de plume. Je vous assure, c'est poignant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, c'est la plus vieille centrale nucléaire de France, 71, 72. Mais à l'intérieur, c'est flambant neuf. C'est flambant neuf. Donc vous allez l'ouvrir? Ah, écoutez, moi je vais vous dire, si c'est possible, oui. Bon. Juste les sanctions concernant la Russie vont impacter les entreprises françaises qui sont implantées en Russie, qui ont des marchés en Russie. Qu'est-ce que vous leur dites à ces entreprises françaises? Bah tant pis, vous vous asseyez sur votre chiffre d'affaires, mais il va falloir tenir le coup face aux sanctions. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il faut vite faire la paix. On va avoir des problèmes tout le temps comme ça. Et moi je ne veux pas cela. Donc il faut vite faire la paix. Oui, mais là, vous, vous savez, on va pas les Renault, Total. Le problème, bah oui, mais Total, vous savez, s'il y a une montée aux extrêmes, Total de lui-même
va devoir fermer, rapatrier, etc. de lui-même, parce qu'il va y avoir une pression internationale. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Et vous les aidez, ces entreprises ? On verra, parce que là, je trouve qu'on a aidé beaucoup. Vous savez, moi, je suis économe des deniers publics et j'évaluerai au fur et à mesure, parce que déjà, M. Macron a été le Père Noël. Il a été très généreux avec son fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais ça va nous coûter aussi après, parce que la dette s'accumule, les déficits s'accumulent. Vous savez, M. Macron est quand même le recordman et de la dette, plus de 2000 milliards d'euros, et... on oublie toujours des déficits commerciaux. On peut citer les autres chiffres ou vous préférez ceux qui sont noircis dans le tableau ? 85 milliards d'euros de déficit commercial. C'est un record. Même sous M. Hollande, c'était moins. La croissance, le reste, non. La croissance, très bonne croissance. Le chômage ? Attendez. Vous voulez qu'on en parle 2 minutes ? Bien sûr. Très bonne croissance en 2021, 7%. 7%. Je crois. Je vous rappelle quand même qu'en 2020, c'était moins 8%. Oui. Donc moi, je pense que c'est un rattrapage. Ce n'est pas lui faire injure, c'est un rattrapage. Mais soyons factuels, plus que l'Allemagne, mais c'est un rattrapage. Moi, je suis d'accord. Mais l'Allemagne avait moins baissé. Certes. Bon. Le chômage baisse. Oui, il y a une amélioration. Je ne vais pas mentir. Il y a une amélioration. Mais attention, il y a une amélioration dans tous les pays d'Europe. Donc en fait, nous n'avons pas, si vous voulez, nous étions, je crois, 20e ou 21e pour le niveau de chômage, et nous sommes restés à la même place. Je crois que même qu'on a perdu une place. Anecdotique. Mais c'est pour vous dire qu'il y a du mieux. Vous savez, c'est la fameuse phrase quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Eh bien là, c'est l'inverse. Quand je me regarde, je me rassure, et quand je me compare, je m'inquiète un peu. Et surtout, je vais vous dire, franchement, le chiffre le plus terrible pour Emmanuel Macron, vraiment, et dont on ne parle jamais, je crois être le seul à en parler, c'est la position extérieure nette. En 2 mots. La position extérieure, c'est la différence entre ce qu'on possède sur les autres, les usines, les immeubles, et tout ça, etc. Et ce que les autres possèdent sur nous. Nous sommes aujourd'hui à moins 695 milliards d'euros en négatif. Donc les gens, les étrangers, nous possèdent. Et pour vous donner, ça fait 30% du PIB français. À 35%, la Commission européenne nous mettra en alerte. C'est un signal d'alerte. C'est vous dire. Et pour vous donner un dernier exemple, là, pour notre comparaison. Les Allemands sont à plus 2700 milliards d'euros. Vous voyez la différence ? Le président Macron a dit qu'il allait tenter de faire revenir la souveraineté en France. Écoutez, c'est bien parce que, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, si je puis me permettre, il veut faire venir la souveraineté, il défend les frontières de l'Ukraine et les frontières en général, il explique qu'il y a le retour du tragique en Europe. Vous voyez, ces 3 concepts-là que j'annonce, que je défends depuis des années et dont il s'est moqué pendant des années. Pour lui, la souveraineté, c'était plus rien, il fallait une souveraineté européenne. Pour lui, les frontières, c'était dépassé, il a refusé de fermer les frontières, même au temps du Covid. Et puis, le tragique, vous comprenez, c'était un post-moderne, M. Macron. Nous étions il a toujours parlé du tragique de l'histoire, de ce que je me souviens d'un certain de ses discours. Peut-être que vous n'avez pas la même conception de ce tragique-là, c'est autre chose. Il considérait que j'étais dans une conception apocalyptique de l'histoire et que nous étions sortis du tragique. Je découvre, et avec plaisir, qu'il comprend maintenant, et d'autres avec lui, ce que je disais depuis des années. Vous avez 2 visions antinomiques, on va en parler tout à l'heure, de cette vision. Encore 2 questions sur le pouvoir d'achat, après on avance. Sonia, une question sur la prime ? Allons-y, la prime zéro charge pour les salariés. Vous proposez, Éric Zemmour, donc, que les entreprises puissent verser en fait aux salariés des primes 100% défiscalisées et sans cotisation jusqu'à l'équivalent de 3 mois de salaire. Au fond, ce serait un peu la fin des hausses de salaire remplacées par des primes, disent certains, sans compter l'asphyxie progressive de la Sécu et de l'État. Alors, j'entends très bien ces critiques, je l'entends très bien. Je vais vous répondre, si vous me permettez. Pourquoi je fais cela ? Parce que, depuis des mois, je sillonne la France, je rencontre vraiment beaucoup de gens, et tous me disent, patrons comme salariés, en France, le salaire est trop bas, le salaire net est trop bas, mais les patrons me répondent, oui, mais le salaire brut chargé nous coûte trop cher. Donc il faut en sortir. Toutes les mesures décrites tout à l'heure par votre excellent journaliste vont dans ce sens-là. Comment augmenter le salaire net sans alourdir le salaire brut, le salaire brut chargé, comme on dit, c'est-à-dire avec les charges. Toutes les mesures, vous pouvez les reprendre toutes les unes après les autres.
Et celle-ci aussi. Deuxième chose que me disent les patrons, j'aimerais beaucoup donner des primes aux salariés les plus méritants, mais imaginez, je donne une prime de 3 000 €, ça me coûte moi 2 000 de plus. Imaginez, je donne une prime de 5 000 €, ça me coûte moi 4 000 de plus. Moi, je ne dépense pas 9 000 quand j'ai envie de dépenser 5 000. Vous voyez, j'entends ça. Donc je me dis, il faut trouver une solution. D'où l'idée de la prime. Vous me dites, et vous avez tout à fait raison, dans ce cas-là, ils ne vont plus augmenter les salaires. J'entends, mais il faut savoir d'où l'on parle. Depuis 20 ans, il y a eu une augmentation de salaire de 0,6% par an en France. En vérité, il n'y a plus d'augmentation de salaire en France depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pousser pour qu'il y en ait. Non, mais, oui, mais vous moi, faites vous avez compris ma logique. Oui. Le mérite et pas de charge sociale. Bon. L'asphyxie de la sécurité sociale. Là, je pense effectivement que c'est une question fondamentale. Notre système de protection sociale est obèse. Nous sommes les recordman du monde des dépenses sociales. Plus de 800 milliards, plus de 30% de notre PIB. C'est une horreur. Pourquoi, d'après moi? Pour deux raisons. Un, nous avons un système social ouvert au monde entier. Et c'est une folie. Deux, nous ne sommes pas rigoureux dans la gestion, dans la lutte contre la fraude sociale, etc. Donc je veux lutter contre les deux. Et non pas, parce que tout le monde reconnaît qu'on dépense énormément. Mais la gauche dit, c'est pas grave, on s'endette, on s'en moque. Et la droite disait, parce que maintenant elle n'ose plus le dire, eh ben ça fait rien, on va réduire la protection sociale de tous les Français. Moi je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis, il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. Vous savez, le système social repose sur deux piliers. Le premier pilier, l'assurance maladie, la retraite. On cotise, on travaille, on cotise, et donc on a le droit à des remboursements. Ça, je ne touche pas. Français comme étrangers, on est d'accord. En revanche, il y a la solidarité nationale, c'est-à-dire des dépenses qui sont financées par l'impôt, qui sont financées par l'État, et qui représentent l'expression de la solidarité nationale. D'ailleurs, auparavant, jusqu'aux années 90 à peu près. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on apprenait toutes les allocations sociales qui étaient réservées aux Français. Je me souviens très bien dans mes cours de droit social, il y avait ça. Ça existait. Et puis petit à petit, on a complètement supprimé cette distinction entre le français et l'étranger. Moi, je veux la rétablir et je veux, si vous voulez, réserver aux Français le RSA, l'allocation logement, les allocations familiales et le minimum vieillesse. Une dernière question sur ce sujet avant de passer c'est des grosses sommes, hein, vous savez. Au thème. Je pense économiser 20 milliards d'euros. Il y a une mesure sur laquelle vous ne revenez pas, c'est l'impôt sur la fortune, c'est ça? Marine Le Pen veut le rétablir. Elle veut le rétablir complètement. C'est ça? Non, parce que M. Macron l'a divisé en deux. Elle veut rétablir l'ancien impôt sur la fortune. Oui. Non, mais c'est normal. C'est une différence majeure avec Mme Le Pen. Mme Le Pen est dans une logique de lutte des classes. Oui, et vous, est-ce que vous n'êtes pas dans la logique du président des riches? Ah non. Moi, je suis dans une logique de... Non, pas du tout. Je vous assure, Sonia Mabrouk. Non, je pose une question. Mais bien sûr. Je suis dans une logique de refus de la lutte des classes. Je pense que nous devons rassembler les Français, qu'ils soient salariés ou patrons, qu'ils soient petits ou gros, qu'ils soient riches ou plus modestes. Et je pense que d'abord, l'impôt sur la fortune ne rapportait rien, il rapportait 2 milliards. C'est uniquement, ça a fait fuir beaucoup de gens aisés qui mettent leur argent ailleurs. Donc, Madame Le Pen, qui paye aujourd'hui l'impôt sur la fortune? Aujourd'hui, qui paye l'impôt sur la fortune? Oui. Ce sont des gens qui ont... La classe moyenne? Il y a quelques riches. Supérieure. Il y a quelques riches qui ont encore... Mais surtout des gens qui ont vu le prix de l'immobilier exploser. Des gens évidemment aisés, qui ont les moyens d'acheter un appartement dans une grande ville, à Paris ou ailleurs, mais pas seulement. Vous connaissez la fameuse histoire de l'île de Ré, voilà, avec des gens modestes, mais bon, c'est une caricature. Mais même à Paris, des appartements qui coûtaient un prix modeste il y a 20 ans, aujourd'hui, sont très élevés, sont rentrés. Donc ce que je propose, moi, c'est sortir, justement, cette résidence principale de l'impôt sur la fortune
Voilà pour la partie pouvoir d'achat. On passe à la troisième partie. Oui, nous allons venir plus spécifiquement à présent, Éric Zemmour, à votre projet, votre programme sur l'immigration, l'assimilation. Vous proposez, Éric Zemmour, notamment l'arrêt de l'immigration légale et illégale. On va en parler avec notre journaliste Gauthier Lebret, qui va préciser à la fois les éléments par rapport à ça et votre philosophie générale, Gauthier. Oui, on a évoqué, Éric Zemmour, les réfugiés ukrainiens que vous ne voulez pas accueillir en France. Et plus largement, vous voulez limiter drastiquement le droit d'asile et que la demande d'asile se fasse obligatoirement dans le pays d'origine. Vous voulez stopper le regroupement familial, supprimer le droit du sol et vous avez commencé à l'évoquer, supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens comme le RSA, comme les allocations familiales, supprimer également l'aide médicale d'État et renvoyer les étrangers sans emploi depuis 6 mois, j'ajoute sur un plan judiciaire, expulser les délinquants et criminels étrangers et déchoir de la nationalité française les criminels et délinquants récidivistes binationaux qui seront eux aussi, si vous arrivez à l'Élysée, expulsés. Merci Gauthier Lebret. Dans l'ordre, on va reprendre notamment dans ces propositions l'arrêt du regroupement familial. On a posé la question aux Français, faut-il supprimer le regroupement familial que vous proposez? À cette question, eh bien, les Français ont répondu, 52% d'entre eux seulement sont favorables à cette suppression du regroupement familial. Vous allez à rebours de la société française? 52%, on ne va pas dire que c'est une majorité écrasante. Une majorité, mais je vous accorde... majorité. Non, mais vous avez raison, je vous accorde que d'habitude, sur ce genre de sujet, j'ai à peu près entre 65 et 70%. Donc vous avez raison, c'est moins élevé. Je pense que les Français, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les Français sont des gens généreux, des gens humains, et je les aime pour ça. J'aime les Français pour ça. Ils sont comme ça, ils ont toujours été comme ça dans leur histoire, généreux, enthousiastes, aimant l'autre. C'est le peuple le moins raciste du monde. On pensait que vous aimiez plus la France que les Français. Mais c'est un slogan, ça. Vous voyez, c'est une facilité de langage journalistique ou de candidat à la présidentielle qui cherche ces éléments de langage dans la presse. Voilà, moi j'aime les Français, je les aime comme ça. Mais mon rôle de chef de l'État, c'est même de les protéger contre leur générosité. Contre eux-mêmes. Oui, pas contre eux-mêmes, contre leur générosité, parce que leur générosité parfois est dangereuse. Il faut simplement... Un homme d'État, justement, c'est celui qui dit, voilà, il faut faire attention à nos qualités même, parce que nous sommes en danger, parce que la France est en danger. Moi, ce que je veux, c'est justement que la France continue à être la France. Bien. Et pour cela, est-ce qu'on peut encore décliner vos propositions, Éric Zemmour? Autre point de votre programme, c'est la suppression du droit du sol. Vous souhaitez abroger le droit du sol pour empêcher les enfants nés en France de parents étrangers d'obtenir la nationalité française de manière automatique. Là encore, regardons notre sondage à ce sujet. Vous allez voir, il est partagé, là encore. On va le voir, voilà. Là encore, partagé. La vraie question derrière le droit du sol, que l'on vous pose, c'est qu'est-ce qu'être français pour vous, Éric Zemmour? Comment devient-on français de votre point de vue? D'abord, je supprime le droit du sol parce qu'il est devenu une des armes du grand remplacement. Simplement, quand des gens... et même, je dirais, du ressentiment anti-français. Il y a beaucoup de gens qui sont français... comme malgré eux, et qui détestent la France. Et ça, je ne le supporte plus. Parce qu'ils se sentent ostracisés, mis à l'écart de la société? Je ne crois pas. Je crois qu'ils détestent la France pour des tas de raisons. On pourrait revenir à la colonisation, on pourrait revenir aussi à la propagande de la gauche qui montre la France depuis 40 ans sous le jour le plus noir. Et donc, tous ces enfants, on ne leur a pas appris à l'école, on ne leur a pas appris devant leur écran de télévision, on ne leur a pas appris dans les films à aimer la France. C'est triste, parce que moi, on m'a appris à aimer la France et je lui ai rendu au centuple. Pour moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a rien de plus beau que d'être le compatriote de Chateaubriand et de Blaise Pascal. Il n'y a rien de plus beau pour moi dans ma vie. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, d'aimer la France. Et m'apprendre à aimer la France, à l'école, chez mes parents, partout, à l'époque, dans les programmes de télévision. On ne leur a pas donné cette chance à ces gens. Donc,
Et puis en plus, deuxième chose, au-delà des conflits de civilisation que j'évoquais tout à l'heure, qui sont prégnants et de plus en plus, il y a aussi les moyens modernes. C'est-à-dire qu'auparavant, quand il y avait le droit du sol, on ne pouvait pas se déplacer aussi facilement. On ne pouvait pas venir en France aussi facilement et accoucher en France aussi facilement pour simplement avoir un enfant français et avoir toutes les aides, etc. et tous les droits. Donc il faut absolument supprimer ce droit du sol. En plus, le droit du sol était lié à un moment historique de la France. Il a été instauré légalement en 1889, même s'il y avait auparavant des éléments de droit du sol, mais c'est la grande loi de 1889. Pourquoi on l'a fait ? On l'a fait d'abord parce que les Allemands font plus d'enfants que nous. Question de peuplement, de démographie. Voilà, on attend la guerre et donc on veut que les enfants d'Italiens, surtout à l'époque, deviennent français et fassent leur service militaire. Et puis, une anecdote qui va vous amuser, à l'époque, les petits Français, les jeunes Français faisaient 2 ans, voire 2 ans de service militaire. Après, c'est passé à 3 ans. Et pendant ce temps-là, les jeunes Italiens, évidemment, comptaient fleurettes aux jeunes filles dans les villages et les épousaient. Et ça provoquait des troubles, des rixes. Et donc, pour apaiser cela, on a fait le droit du sol. Je vous assure que c'est un peu loin là. On est un tout petit peu loin. Non. C'est pour vous dire que le droit, les conditions. Pourquoi je vous dis ça ? Tout ce que je vous ai dit là, c'est les conditions du droit du sol ne sont plus là. Mais pourquoi ces enfants-là ne pourraient pas aimer, comme vous, Chateaubriand ou Blaise Pascal ? Mais pourquoi ? Ils peuvent, bien sûr, mais parce que, d'abord, je vous dis, on ne leur a pas donné. Ils ont les mêmes programmes scolaires ? On ne leur a pas donné. Comment ? Ils ont les mêmes programmes scolaires dans toutes les... Ils n'ont pas les mêmes programmes scolaires que nous avions, non. Ah non. Oui, mais enfin là, aujourd'hui, en France, ils ont... Ah oui, tous, bien sûr. Mais je vous dis, il y a différentes causes. Il y a simplement qu'il y a un conflit millénaire entre la civilisation islamique et la civilisation française, chrétienne, européenne, qui a été encore ravivée par la colonisation, par la guerre d'Algérie, etc. On ne va pas refaire toute cette histoire. Et donc ça a été une inconséquence et une folie des dirigeants français depuis 50 ans de faire venir autant de gens issus de l'immigration maghrébine ou arabo-musulmane. Donc moi, je veux arrêter cela. Oui, et donc le droit du sol, c'est un moyen d'arrêter cela. Entre autres, ce n'est pas le seul, vous avez vu. Voilà. On a compris sur l'immigration, mais notre question pose peut-être sur un angle un peu, non pas oublié, mais sur lequel on veut vous interroger dans votre programme, c'est l'assimilation. C'est pour ça que je vous pose 2 fois la question. J'ai pas compris. Imaginons que certains refusent l'assimilation au sens où vous la décrivez. Qu'est-ce que vous faites ? Un refus d'être assimilé. Est-ce qu'il y a une injonction à Non, mais comment on caractérise ? Vous avez raison, c'est une très bonne question. Ceux qui refusent d'être assimilés et qui sont étrangers resteront étrangers. Ils ne deviendront pas français. Ceux qui se refusent, puisque l'assimilation redeviendra, c'est écrit dans le Code civil encore aujourd'hui, mais on ne l'applique plus. Donc l'assimilation redeviendra le critère essentiel de la naturalisation. Et comme il n'y aura plus de regroupement familial, d'immigration familiale, comme il n'y aura plus de droit du sol, la naturalisation redeviendra le seul moyen de devenir français pour un étranger. Par ailleurs, pour les Français, vous voulez me dire, d'origine et qui refusent l'assimilation, évidemment, je ne les contraindrai pas. Simplement, j'essaierai de les inciter, j'essaierai de les convaincre. Et encore une fois, j'éduquerai leurs enfants, j'instruirai leurs enfants à l'école dans l'amour de la France. Mais c'est-à-dire, vous allez changer. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement ? On comprend bien. Vous savez, quand vous regardez les programmes... C'est pas évident de décréter l'amour de la France. C'est pas évident, vous avez raison, mais on l'a fait dans le temps passé. Les livres étaient faits pour ça, les programmes scolaires étaient destinés à cela. Si vous voulez, vous savez, la fameuse phrase sous la Troisième République, tu dois aimer la France car la nature l'a fait belle et l'histoire l'a fait grande. Voilà, si vous voulez, aujourd'hui, on leur dit le contraire. On leur dit la nature ne l'a fait, les paysans sont des monstres avec leurs produits chimiques et l'histoire de France est une suite de crimes. Voilà ce qu'on leur apprend aux enfants. Moi, je sais, j'ai des enfants, j'ai vu leur programme scolaire. Si, j'ai des enfants. Aussi. Ils ont pas ça dans leur programme scolaire. Vous avez vu les programmes scolaires. Ils ont pas ça dans leur programme scolaire. Est-ce qu'il faut les réécrire, leur programme ? Je ne pas que les paysans sont des meurtriers. Non, ça je plaisantais. Je parlais de l'écologie, évidemment. On leur dit qu'il n'y a que des problèmes, etc. Et pour l'histoire, on leur apprend souvent que les faces noires de l'histoire, on va toujours montrer la face noire de l'histoire. Moi, je pense que analyser
toute l'histoire, dans toute sa complexité, c'est bien dans les grandes classes, à l'université, etc. Mais dans le primaire, nous devons remettre au goût du jour le roman national français et donner des héros français. Moi, quand j'étais enfant... réécrire. Pas réécrire, non. J'essaie de pas réécrire. Réinterpréter. Il n'est pas nécessaire de réécrire puisque, si vous voulez, l'histoire de France est grande. L'histoire de France est magnifique. Interpréter différemment. Il faut la présenter sous le jour héroïque. Voilà, je parle du primaire, évidemment. Hein. Vous entendez déjà les historiens qui hurlent à votre... primaire. Oui, mais vous savez, moi j'ai lu le maître de la nouvelle histoire, le grand historien Fernand Braudel, qui expliquait qu'on ne l'avait pas compris. Et qu'il parlait de la nouvelle histoire, de l'histoire des masses, de l'histoire économique, de l'histoire comme ça déconstruite, entre guillemets, pour les grandes classes. Et quand on avait un certain jugement critique, dans l'enfance, il faut apprendre à aimer la France. Et l'histoire, vous savez, c'est pas difficile, il ne s'agit pas de tordre l'histoire, il suffit de montrer les héros français. On en a à foison. Que ce soit des héros militaires, que des héros littéraires, que des héros, voyez, etc. On ne les enseigne plus, on ne les met plus en valeur. Moi, je pense je suis sûr que n'importe quel enfant à qui on présente Bonaparte, Jeanne d'Arc, De Gaulle, tomberont amoureux d'eux. Et tomberont amoureux de la France. Et ils sont présents dans les manuels scolaires. Ne vous inquiétez pas, je les révise tous les soirs avec mon fils. Moi aussi, je l'ai fait ça pendant des années, je vous assure. On va écouter les Français parce qu'ils ont aussi des questions à vous poser. On souhaitait vraiment leur donner la parole ce soir. Ils vont vous interpeller sur ces thèmes que vous abordez. D'abord Richard, qui vous interroge sur le grand remplacement. Et puis on écoutera ensuite Férouz, qui elle vous pose la question sur les étrangers. Je vous en prie. On les écoute. Je m'appelle Richard Aboki, je suis... sociologue de formation. Je ne crois pas beaucoup à votre théorie du grand remplacement, M. Zemmour. Je pense que l'histoire universelle nous enseigne que les peuples sont toujours trouvés confrontés à des phénomènes de brassage. Mais ma question, c'est que, est-ce que vous ne pensez vraiment pas que vous faites fausse route avec la théorie du grand remplacement? Bonjour, je m'appelle Férouz, j'ai 51 ans et j'ai une question pour Éric Zemmour. Je voulais savoir si vraiment vous aimez les étrangers au vu de tout ce qu'on entend autour. Donc, qu'est-ce qui va être mis en place vraiment dans votre programme pour cette population? Voilà, je vous remercie. Alors, aimez-vous les étrangers? Pour vous écouter, et nos téléspectateurs le savent, vous dites que vous aimez d'abord les Français, hein, me semble-t-il, c'est ce que vous dites souvent. Vous allez dire que je suis répétitive, je vais de nouveau vous poser la question sur qu'est-ce qu'être Français. Ça rejoint ce que dit aussi... Qu'est-ce qu'être Français? Vous m'avez pas posé, enfin j'ai mal compris. Non, mais c'est peut-être moi, qu'est-ce qu'être Français? Non, comment devient-on Français? Attendez, je réponds aux deux personnes ou je réponds à votre question? Vous allez dire que j'ai lu de votre question. Parole de Français, priorité. Je pense que d'abord le sociologue qui est typique, Richard, qui est typique de la sociologie contemporaine, qui explique que en gros il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des brassages, comme il dit. Le problème, je ne mets pas en doute, évidemment, le fait que les hommes se soient toujours mélangés. Ce serait ridicule. Vous savez, Jacques Bainville disait « La France n'est ni une race, ni un empire, elle est mieux, elle est une nation ». Donc on le sait depuis toujours, ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, il y a brassage et brassage. Si, et ça va me permettre de répondre à votre question, si le brassage est dans le but de s'approprier la culture française, l'histoire de France, les mœurs françaises, l'âme de la France, c'est-à-dire tout simplement ce mélange d'histoire glorieuse, d'histoire royale, de christianisme. Voyez, si c'est s'approprier cela, n'importe qui peut être français d'où qu'il vienne. J'ai l'habitude de mettre en avant le christianisme. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un droit d'aînesse culturel du christianisme. Je dis bien culturel et non pas cultuel. Je ne me permettrai pas de juger les foi et les croyances de chacun. En revanche, ce que je sais, c'est que pour être français, il faut non pas être chrétien aujourd'hui, mais en quelque sorte être chrétien d'hier. Et non pas être chrétien individuellement, mais être chrétien collectivement. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer très simplement. En tout cas, moi, comment je l'ai vécu.
Moi, je l'ai dit, un enfant de famille juive, venu d'Algérie, donc mon grand-père parlait mieux arabe que français. Et en plus, ma famille était très pratiquante. Donc, vous voyez, on avait des rites, on avait des rituels, etc., très stricts. Donc, je connais une religion qui n'est pas le christianisme en France. Mais, quand vous lisez, par exemple, Pascal, Blaise Pascal, et que vous vous appropriez ce qu'il dit, moi je relis régulièrement les pensées de Pascal, c'est pour ça que je vous donne cet exemple, mais vous devenez chrétien, mais vous devenez chrétien culturellement, vous comprenez ce que je veux dire. C'est important ce que vous 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 demandez une imprégnation culturelle, vous oui, je demande une imprégnation à tous culturelle. ceux qui veulent être français. Oui, et je demande aussi, mais vous savez, on est loin d'être là aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, je lis tout ce qui s'écrit et il y a des sondages terribles. Il y a des sondages qui disent, je crois l'IFOP de 2019, on a interrogé les jeunes musulmans français, les jeunes français de confession musulmane, qui disent à 65% que la charia est au-dessus des lois de la République. J'ai lu des sondages sur les jeunes gens, ce qu'ils vivent aujourd'hui dans certains lycées, dans certains collèges. Les musulmans sont entre eux à table, ils refusent tout infidèle. Il y a certains même, écoutez-moi bien, j'avoue que je ne l'ai pas cru, je l'ai relu plusieurs fois. Il y a certains même qui refusent qu'un non-musulman se serve des robinets aux toilettes. Mais pourquoi Éric Zemmour? Non, mais c'est pour vous dire où on en est. C'est très grave. Vous êtes d'accord avec moi que c'est très grave. Mais expliquez-nous les racines. Est-ce que ça vient de la force ou de la vitalité de l'islam, comme certains l'affirment, ou est-ce que ça vient plutôt de la faiblesse des défenseurs de la culture, de la civilisation et de l'identité, d'ailleurs chrétienne et française? Pour Michel Onfray, pense que ce qui menace la civilisation occidentale, ce n'est pas tant l'islam que sa faiblesse intrinsèque. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reporter sur un ennemi que vous fabriquez les propres faiblesses de la civilisation et de la société actuelle? Je ne fabrique aucun ennemi. Vous savez, c'est l'histoire qui désigne les grands conflits de civilisation depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, il y a un conflit entre l'islam et la chrétienté. Voilà, je n'invente rien, c'est un fait. Avec des moments de paix d'ailleurs, avec des moments d'échange, avec des moments... C'est l'histoire, ça. Bon. Moi, je pense que la vision de mon ami Michel Onfray est partielle. C'est-à-dire que oui, il y a un affaiblissement de la chrétienté. Oui, il y a un affaiblissement de l'Occident, une déchristianisation, une désintégration. Il est visible à l'œil nu. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Et surtout une haine de soi, une détestation de soi, le fait de se cacher, de ne pas vouloir assumer sa culture, de ne pas vouloir la défendre, d'avoir honte de son histoire, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, tout cela est oui, il a raison. Mais il y a aussi une vigueur nouvelle de l'islam qui, après la grande époque de l'offensive occidentale du monde chrétien qui part en gros avec l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798 et qui s'achève en 1962 avec l'indépendance de l'Algérie, il y a une nouvelle offensive mondiale de l'islam. Vous savez, dans tous les continents où il y a une communauté musulmane importante, il y a des affrontements. En Inde, il y a des affrontements en Chine, il y a des affrontements en Afrique, il y a des affrontements en Europe. Je veux dire, ce n'est pas un hasard. Donc, il y a ce conflit de civilisation. Et donc, pour nous prémunir, comme on a commencé l'émission comme ça, le retour du tragique... Ils sont massacrés, hein. Mais c'est ce que je dis, il y a des conflits. Ils sont massacrés. Il y a des conflits, ils sont massacrés, ils sont persécutés en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des conflits. Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien nulle part. En Inde aussi, ils sont persécutés. Mais en Inde, il y a eu des troubles à cause des musulmans. Donc il y a eu des persécutions aussi du côté des hindous. Je ne dis pas que ça, c'est tout l'histoire est du des problème. guerres, c'est l'histoire des religions. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'ils sont les persécuteurs partout. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a des conflits partout. Et que, parce que l'islam a retrouvé une vigueur démographique énorme, une vigueur financière avec le pétrole, et une vigueur culturelle, une vigueur civilisationnelle. Et l'expansion démographique de l'islam en Europe est vue comme, par certains, comme la concrétisation du plan d'Allah d'islamiser l'Europe. Et voilà, c'est ça la réalité, sans compter la revanche de la colonisation évidente quand vous entendez beaucoup de phrases de certains. Voilà, moi ce que je veux, c'est arrêter l'islamisation du pays, parce que nous avons de plus en plus d'enclaves étrangères où c'est la loi d'Allah qui règne, avec comme force armée
les caïds de la drogue. Il y a évidemment des liens, des accointances entre tout ça, et qui font qu'il y a de plus en plus d'enclaves qui sont islamisées en France. Moi, je veux arrêter ce phénomène-là. Je pense désormais que je suis le seul. Précisez. Je pense désormais que je suis le seul. Entre délinquance et islamisme et djihadisme. Oui, il y a évidemment des liens entre les délinquants et les djihadistes. D'abord, ce sont les mêmes. Les Koulibaly et les Kouachi sont d'anciens petits voyous. Tout le monde le sait. Tous les experts le savent qu'il y a des liens permanents entre les deux, des passages de l'un à l'autre. Mais juste concrètement, comment vous faites pour aller stopper l'islamisation dans ces cas? Parce que très bonne question. C'est ça la question. Mais là, vous posez une très bonne question. D'abord, je l'ai dit, j'arrête les flux. C'est très important. Donc l'immigration zéro, j'ai entendu Madame Le Pen dire que c'était qu'un slogan. Moi, ça sera une volonté. Ça fait une différence de plus. D'accord. Donc, mais ça ne résout pas. Et après mais ça résout. Non. De votre point de vue. Ça ne résout pas ce que vous considérez être un problème en France. Oui, mais ça allège le problème. Bien, parce que vous savez bien que c'est un nombre sans infini qui vient. Il y a 275 000 entrées légales. Il y a, en gros, avec le droit d'asile, il y a 400 000 entrées tous les ans. Au bout d'un quinquennat, ça fait 2 millions. Ceux qui sont en France et français. Alors, ceux qui sont en France et français, alors, ça dépend où ils sont. Vous disiez l'islamisation des quartiers. Comment on ramène la République dans ces quartiers? J'allais dire, ma chère Laurence Ferrari, comment règne la France? Comment revient la France? Parce que la République, c'est un régime. La République, ce sont des lois, et c'est très important, vous avez raison. Il faut que les lois de la République s'appliquent, ce qu'elles ne sont plus dans beaucoup de quartiers. Mais c'est surtout la France. Quand vous avez des quartiers où il y a des boutiques halal partout, des kebabs partout, des femmes voilées et des hommes en djellaba, ce n'est plus la France. C'est un autre pays. Vous êtes sur le territoire français, mais c'est un autre pays. C'est en cela que le sociologue m'amuse quand il dit qu'il n'y a pas de grand remplacement. Si, il y a un grand remplacement. À partir du moment où des gens venus d'ailleurs ne se conforment pas à la culture française, à Rome fait comme les Romains, vous connaissez le vieil adage, ils ne font pas à Rome comme les Romains. Mais ils n'enfreignent pas la loi française, Éric Zemmour. Comment? Ils n'enfreignent pas la loi française. En rien. Ça dépend qui, d'abord. Dans les exemples que vous avez. Dans les exemples que vous dites. Mais justement, on va changer la loi. Alors, c'est-à-dire? On va déjà interdire le voile dans l'espace public. Tous les signes religieux censés dans l'espace public. J'ai bien compris que vous visez le voile, mais je vous pose la question, est-ce que vous incluez tous les signes religieux sensibles? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la calotte, à part la kippa la kippa, quand même, ce n'est pas. Oui, mais enfin, vous savez, moi, loin de là. Vous savez, je vous pose simplement je vous ai raconté, moi, quand j'étais enfant, c'est ma mère elle-même qui me l'enlevait. Oui. Parce que c'était la conception de la laïcité à la française. Mais pour ceux non, mais c'est le devoir de discrétion. Oui, donc je rappellerai aux Juifs qu'il y a un devoir de discrétion. Et de toute façon, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, la plupart ne les mettent pas. Oui, parce qu'ils ont peur de se faire agresser par des racailles maghrébines. Donc, si vous voulez, mais c'est pas pour autant que ça peut paraître une soumission que de ne pas le mettre parce qu'il y aurait un risque. Moi, je vais vous dire, on me reproche d'être trop à cheval sur les principes. Là, je serai aussi à cheval sur les principes. Je le dis, puisque moi, j'ai grandi comme ça. Et je vous dis, je venais d'une famille plutôt très, très croyante et plutôt, fidèle à la tradition religieuse. Donc, mon grand-père aurait pu nous dire, mais non, c'est un scandale. Tu peux... Vous l'êtes d'ailleurs encore? Vous êtes pratiquant? Beaucoup moins. Est-ce qu'on peut poser la question? Oui, mais c'est pas grave. J'ai gardé des traditions, mais rien à voir avec ce qu'étaient mon grand-père et mon père. Allez, encore une petite question d'actualité. Votre parti Reconquête Charente-Maritime annonce le ralliement de Marion Maréchal Le Pen. Elle rejoint officiellement Éric Zemmour. Vous savez, vous n'étiez pas au courant. Ils sont mieux informés que moi. On vous l'annonce. Écoutez, j'en suis ravi. Bien, vous l'accueillez à bras ouverts, ce que vous nous avez dit. Mais je l'ai dit, je l'accueille à bras ouverts. On avance. La sécurité des Français. On va s'intéresser à votre projet sur la sécurité des Français, la justice, avec un certain nombre de propositions concernant notamment l'abaissement de la majorité pénale et beaucoup d'autres choses, avec Gauthier Lebret qui est déjà sur le plateau. Qu'est-ce qu'il travaille, Guillaume Lebret, ce soir? Gauthier, allez, qu'est-ce que vous allez évoquer avec nous? 4 mesures rapides, Éric Zemmour, sur ce que vous proposez concernant la sécurité, mettre en place des peines planchées, donc des peines minimum, rétablir la perpétuité réelle, c'est revenu sur le devant de la scène avec le procès de Nordal-Lelandais, et puis 2 mesures que vous avez faites lors de votre meeting à Cannes, expulsion des squatteurs en moins de 72 heures, il y a souvent de nombreux témoignages dans l'actualité, et ensuite la mise en place de la défense excusable. Alors qu'est-ce que c'est que la défense excusable ?
vous retirez la proportionnalité de la légitime défense, tant et si bien, par exemple, un exemple très concret que vous aviez fait sur cette antenne la dernière fois que vous êtes venu, si un cambrioleur s'introduit chez un particulier, ce particulier aura le droit de se défendre et vous aviez déclaré donc que le cambrioleur pourrait craindre pour sa vie. Je peux préciser? Allez-y. Merci Gauthier. Merci Gauthier, Lebret. Ce n'est pas, je ne retire pas la proportionnalité. La notion de défense excusable, c'est une notion du droit suisse qui a été introduite en 1937. Vous voyez, c'est loin, et qui fait que le juge apprécie si la victime qui a été agressée s'est défendu, a une excuse pour se défendre. C'est-à-dire il était saisi d'effroi, etc. Et donc, là, ça fait tomber la proportionnalité. Mais c'est le juge qui décide. C'est important. C'est-à-dire, in fine, c'est la justice qui va décider si la défense est excusable ou pas. Mais bien sûr. C'est comme ça en Suisse. Vous savez, j'invente rien. Hein. Et c'est normal que ce soit la justice qui décide. C'est pas moi, c'est pas... Bon, c'est la justice. Donc là, c'est quand même important à préciser. Mais en Suisse, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut vous faire écouter justement des paroles de Français? Oui. On a présenté ce concept, certains la connaissent, de défense excusable. Répondez-leur directement, écoutez Éric Zemmour. Vous défendez votre vie contre la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, moi, j'ai pas envie ni de blesser quelqu'un, ni de tuer quelqu'un. Mais quand quelqu'un vous braque, ça m'est arrivé sur les quais avec une arme pour essayer de choper les 20 € que j'avais en poche. Je me dis, il y a un problème. Et si maintenant, moi, je le tape avec une barre, il peut m'attaquer en justice, comme quoi, et donc il y a un problème. Je suis assez contre la légitime défense parce que ça va amener beaucoup d'excès. Je veux dire que sous prétexte de légitime défense, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on peut tirer sur tout le monde, on peut... non. Donc c'est malheureux à dire, mais le citoyen n'a pas le droit vraiment de se défendre. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas assez à l'écoute des gens qui font des métiers de commerçants pour les sécuriser, comprendre leurs problématiques. Et on est trop dans cette non-distinction des choses, alors qu'en effet, il faudrait être beaucoup plus à l'écoute de tous ces gens qui font l'activité du petit commerce français. Voilà. Ça, c'est pas normal qu'on néglige ces gens-là. On les néglige aujourd'hui. Je suis tout à fait contre. Je pense que c'est à l'État de faire en mesure qu'il y ait que tous les citoyens se sentent plus tranquilles et plus protégés. Mais je ne pense pas que ce soit au privé de faire justice eux-mêmes. Voilà pour ces paroles de Français. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous leur répondez? À la fois, ils ont compris l'esprit. Bien sûr, et ils mettent des nuances. Cette dame n'a pas tort. C'est à l'État, évidemment, de faire régner l'ordre. Mais justement, le problème, c'est qu'il ne le fait plus. Ou de plus en plus mal. Et donc, moi, ce que je veux avec cette mesure de défense excusable, c'est que la peur change de camp. C'est tout. Je ne veux pas... Vous savez, je répète, la Suisse, ce n'est pas les États-Unis. Et les États-Unis, on caricature beaucoup en pensant que c'est le western permanent. Il ne faut pas exagérer. En revanche, je pense simplement que les voyous, les délinquants doivent de nouveau prendre leurs risques. Et qu'on doit penser un peu plus aux victimes. Et qu'on doit dans le système pénal. Plus penser aux victimes. Et vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je proposerais la présence, puisqu'on met l'avocat maintenant pour défendre les délinquants, pourquoi pas mettre un avocat pour défendre les victimes? Systématiquement. Et oui, systématiquement, quand elles vont se plaindre, quand elles déposent plainte, elles sont souvent perdues. Moi, je serais... Combien de millions de plaintes ça peut représenter par an? Si vous voulez, je serais le président des victimes. Je pense qu'il faut arrêter de prendre fait et cause pour le coupable. Et pour ça... C'est à la justice d'être aux côtés des victimes. Qu'un candidat, président nous dise je serai du côté d'eux. Mais justement, Sonia Mabrouk, elle ne l'est pas. C'est assez étonnant d'entendre... Non, mais justement, elle ne l'est pas. Oui, elle ne l'est pas pour des tas de raisons. Elle ne l'est pas parce que certains juges sont empreints d'idéologie victimaire. Et vous savez... je vous ai dit que je sillonnais la France et je vois souvent des syndicats de policiers. Et un jour, je vous raconte une anecdote très vite. Un policier m'a raconté, il en était effaré, que des jeunes voyous l'avaient agressé, avaient essayé de le tuer, lui avaient envoyé un cocktail Molotov, etc., qui avait failli le brûler, etc. Et il arrive au tribunal, la présidente du tribunal ne s'intéresse guère à lui, ne le calcule pas, comme disent les jeunes, et en revanche, elle se penche vers le coupable et lui dit « Mais alors, mais vous auriez pu vous blesser quand même ». Vous voyez, il y a un poil caricatural. Bien sûr, c'est caricatural, mais c'est vrai.
voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que dans tous les tribunaux, c'est la même chose. Non, là, vous avez raison, c'est caricatural. Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains juges... Et puis, en plus, à part ces juges empreints d'idéologie victimaire, il y a aussi qu'ils n'ont pas les moyens. Il n'y a pas de place de prison. Donc, on leur dit, ça ne sert à rien de le mettre en prison. Et il n'y a pas les peines. Donc, c'est pour ça... Tout est lié, dites-vous, et vous voulez recruter des magistrats également. Je veux recruter en 3000 magistrats. Ouais, okay. Parce qu'il manque des magistrats. Le budget de la justice est un des plus faibles d'Europe. Et les magistrats croulent sous le travail. Et donc, il faut des magistrats. Et il faut des magistrats un peu différents. C'est-à-dire d'anciens gendarmes, d'anciens avocats, qui seront formés à l'ENM, ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas, je pose la question. Non, mais je veux dire, ils auront la compétence technique. C'est-à-dire, vous pensez qu'ainsi, ils seraient quelque part moins idéologisés. En tous les cas, c'est ce que vous pensez. Absolument. C'est ce que je pense. Juste sur les avocats aussi, j'aimerais revenir sur la notion d'avocat commis d'office que vous proposez à toutes les victimes. Est-ce que vous avez quantifié la mesure? Non, on va évidemment tout quantifier, on va étudier ça, on va budgéter tout ça. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est une mesure pour protéger les victimes. Par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que avec les peines planchées et la véritable perpétuité et la réduction, enfin, la quasi-suppression des réductions de peine. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 6 mois par an de réduction de peine. Je veux ramener ça à 2 mois et uniquement pour les seuls méritants. Avec aussi la suppression des allocations sociales pour les parents d'enfants délinquants. On va continuer à décliner vos propositions. Vous proposez également, Éric Zemmour, on va le voir à travers un sondage, l'abaissement de la majorité J'allais vous le dire. pénale, justement. Regardez l'avis des Français, en tout cas des interviewés à travers ce sondage. Faut-il abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans? Là, il est vrai, c'est une majorité de 67%. Alors, vous n'êtes pas le seul à porter cette mesure, mais c'est vrai qu'elle s'est installée depuis quelques années dans le débat public et politique. Qu'est-ce que ça changerait concrètement de baisser la majorité je vais vous donner un exemple récent. Parce qu'on peut aller en prison avant 16 ans, tout à fait. Vous allez vous allez comprendre ce que ça change. Il y a récemment une pauvre jeune fille, Shaina, qui a été violée à 13 ou 14 ans, je crois, et qui a été assassinée à 15 ans. Comme ces agresseurs et ces infâmes criminels étaient mineurs au moment des faits, ils ont pris, je crois, 9 mois de prison. Et bien, avec cette mesure-là, ils prendraient des peines de prison comme un adulte. Voilà ce que ça change. Bien, Éric Zemmour, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Nous avons tenu le temps autant que possible. Nous allons conclure avec Laurence. Une question générale, je vous l'ai déjà posée, mais quand même, elle interpelle de nombreux Français, y compris ceux qui veulent voter pour vous. Vous dites que vous voulez lutter contre le choc des civilisations, que vous voulez prévenir la guerre civile, mais certains, vous le savez, craignent plutôt que vous ne souffliez sur les braises aujourd'hui de cette guerre civile, qu'avec votre arrivée, peut-être au second tour ou au-delà, eh bien, cela pourrait provoquer des troubles, voire plus dans notre pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ce soir, à ces personnes? Que c'est tout le contraire. C'est notre faiblesse. D'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu avec les phrases de Michel Onfray, etc. C'est notre faiblesse qui attise la violence des autres. Je pense que c'est la faiblesse qui rend fou, en vérité. On l'a vu en politique internationale, on l'a vu dans la vie de tous les jours. La faiblesse rend tout violent. Je pense que c'est la fermeté qui apaise, qui rassure et qui met la paix. Ce que je veux, c'est être au contraire le président de la paix, du retour à la tranquillité et du retour à la paix civile, parce qu'elle n'existe plus, et du retour à... Comment vous dire? Vous m'avez demandé tout à l'heure comment on devient français. Je vous ai répondu sur un plan un peu intellectuel, littéraire, historique, etc. Mais il y a aussi tout simplement l'art de vivre. Vous savez, cette douceur de vivre français, cette douce France, cette ironie permanente, ce plaisir d'être ensemble, de manger un bon fromage, un bon verre de vin, cet art de vivre à la française. Bon, rendez hommage également à Fabien Roussel. C'est lui qui... Non, mais vous savez, aujourd'hui, la gauche, vous vous rendez compte, il y a une telle... Moi, c'est intéressant votre réflexion, parce que le seul candidat de gauche qui progresse, c'est parce qu'il se réfère à la France. Ils ont tellement abandonné la France que quand il y en a un qui parle, d'ailleurs il se fait insulter par les autres, vous avez vu, c'est dire où ils en sont, ils montent dans les sondages. Les Français veulent rester français. Donc douceur, et ils ont raison. Fermeté. Douceur,
art de vivre. Et c'est la ferme. Vous savez. Mais pas la brutalité. Vous savez, mais c'est pas la brutalité, la fermeté. Au contraire, c'est la fermeté qui va calmer les esprits et qui va apaiser les âmes, les cœurs et la vie de tous les jours. C'est important et c'est fondamental. C'est le but de ma candidature. C'est que la France reste la France et la France en paix. Qui est votre adversaire, Éric Zemmour? Vous avez beaucoup parlé de Marine Le Pen ce soir, pas du tout de Valérie Pécresse, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est au fond l'électorat de Marine Le Pen que vous visez ce soir? Moi, alors là, si on revient à la politique... Dans les sondages, elle est devant vous. À la politique, c'est simple. Moi, je veux rassembler, pour réaliser cet objectif-là, parce que c'est ça le but, c'est pas... je veux, et je peux, je suis le seul à pouvoir rassembler les droites. C'est-à-dire que les droites qui ont été artificiellement divisées depuis 40 ans, par le génie tacticien de François Mitterrand, qui a inventé une séparation, un cordon sanitaire, comme on dit, entre la droite dite républicaine, c'est la gauche qui décide qui est républicain et qui ne l'est pas, et le Front National, ça a divisé ces électorats et ça a permis à la gauche de régner en maître. Moi, je veux rassembler ces électorats et je suis le seul à le faire. Marine Le Pen ne peut pas, car les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Vous voyez toutes les études d'opinion, il n'y a personne de LR qui veut voter pour Marine Le Pen. Valérie Pécresse le tente. Et Valérie Pécresse ne le souhaite pas, car elle est dans la tradition chiracienne du cordon sanitaire. Elle ne veut pas du Front National, elle ne veut pas de ce qu'elle appelle l'extrême droite, elle veut garder son cordon sanitaire. Donc je suis le seul à rassembler toute cette droite qui est malheureuse et qui veut imposer à juste titre ses valeurs et sa conception de la France, et qui ne le pourra que rassembler. Et qui ne le pourra que rassembler derrière moi, car je suis le seul qui veut et qui peut la rassembler. Bien. Ben, nous verrons tout cela à l'épreuve des faits. On vous remercie, Éric Zemmour. Merci à vous, Éric Zemmour. Merci Laurent Sonia. Merci à toutes les équipes techniques qui ont préparé cette émission de Demander le programme. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec Fabien Roussel. Tout de suite, l'édition spéciale sur CNews continue avec les dernières informations concernant la situation en Ukraine. Bonne soirée sur notre antenne.